Marié depuis 4 jours, mon mari est devenu paraplégique dans un accident. Je me suis épuisé à m'occuper de lui pendant 3 ans. J'ai gagné 3 millions d'euros au loto. Je suis allé à la maison pour l'aider à guérir, mais en ouvrant la porte, je suis resté glacé. 4 jours après notre mariage, mon mari a eu un accident et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Je me suis cassé le dos à m'occuper de lui pendant 3 ans, jusqu'au jour où j'ai gagné 3 millions d'euros au loto. J'ai pensé l'emmener voir les meilleurs spécialistes, mais en arrivant à la porte de la maison, je suis resté pétrifié. Lyon, dans les derniers jours d'avril de cette année-là, commençait déjà à avoir ce soleil de plomb. À midi, la chaleur montait de l'asphalte, mais vers le soir, la brise venant du Rhône soufflait fraîche, se faufilant entre les toits bas et les ruelles. Je m'appelle Ariane. Je me suis marié à 32 ans. Je suis de Vienne, une ville près de Lyon. Mon père est décédé quand j'étais au lycée. Ma mère, Rosalie, travaillait toute l'année sur un petit stand de légumes au marché. Nous n'étions pas riches, mais ma mère me disait toujours « On peut être pauvre d'argent, mais jamais pauvre de cœur, ma fille ». C'est peut-être pour avoir grandi avec cette phrase qu'en me mariant, je ne cherchais pas le luxe. Mon mari, Julien, 3 ans de plus que moi, était installateur de menuiserie en aluminium. Il était grand, fort, avec un contact très facile. Il lui était aisé de parler avec n'importe qui. Quand nous étions fiancés, chaque fois que nous allions dans ma ville, il n'hésitait pas à retrousser ses manches pour aider ma mère à porter les caisses de légumes, à réparer le store de la terrasse ou à l'emmener au marché à l'aube. Ma mère l'a pris en affection pour ces petits détails. Une fois, Julien réparait un vieux ventilateur. Ma mère l'a regardé de dos et a souri. Avec un gendre comme ça, on économise le technicien. Julien a levé les yeux. Donnez-moi votre fille. Du ventilateur au toit, je vous donne une garantie à vie. Moi, qu'il avait des légumes à côté, je l'ai regardé du coin de l'œil. Tu parles beaucoup, mais quand on sera marié, c'est sûr que ma garantie expirera avant. Julien a éclaté de rire. On n'est même pas encore marié et tu penses déjà à changer de mari. C'étaient des phrases dites à la légère. Personne n'imaginait que quelques jours plus tard, nous devrions apprendre à vivre avec des choses si lourdes que même respirer ferait mal. Le 22 avril 2023, Julien et moi nous sommes mariés. Ce fut un mariage modeste avec quelques tables dans le jardin de ma maison. Ma mère m'a offert une fine chaîne en or, me la mettant avec une certaine gêne. Je n'ai pas grand-chose, ma fille, mais tant que vous vous aimez, c'est suffisant. J'ai serré ma mère dans mes bras, les yeux humides. Mathilde, la mère de Julien, qui était à côté, est intervenue. Tranquille, Rosalie. Ariane entre dans ma famille et je la traiterai comme ma propre fille. À ce moment-là, j'ai cru en ses paroles, non par naïveté, mais parce qu'à l'époque, Mathilde me traitait vraiment très bien. Après le mariage, nous avons emménagé dans un appartement en rez-de-chaussée en location dans le quartier de la Croix-Rousse. Il n'y avait qu'une chambre et un petit salon qui donnait sur la cuisine, avec juste assez de place pour ranger la moto. La première nuit là-bas, en regardant les cartons du déménagement empilés, j'ai soupiré. Quand pourrons-nous nous acheter notre propre maison? Julien, qui était allongé sur le lit neuf, s'est redressé. Si nous sommes pauvres, nous le sommes ensemble. Nous avons 2 paires de bras pour travailler. Comment ne pourrions-nous pas construire notre propre maison? J'ai souri. Je retiens cette phrase, hein. Bien sûr. Demain, quand on aura de l'argent, si tu veux une grande cuisine, je te ferai une grande cuisine. Si tu veux des baies vitrées, je te mettrai des baies vitrées. Et d'où viendra toute cette richesse? Julien s'est désigné lui-même. D'ici. Tant qu'il y a la santé, il y a du travail. Je ne sais toujours pas pourquoi cette dernière phrase est restée gravée dans ma tête. Tant qu'il y a la santé, il y a du travail. 4 jours après le mariage, le 26 avril, Julien s'est levé tôt pour aller sur le chantier. Avant de partir, il laissait ses chaussures de sécurité près de la porte et s'est retourné. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Ce que j'achèterai au marché, » ai-je répondu. « Alors, achète une bonne entrecôte. » J'ai froncé le nez. « On mange de la viande rouge depuis 3 jours. » Julien a ri. « Tu as épousé un bon vivant. Si on ne mange pas de viande, qu'est-ce que tu veux? Une salade. » Je lui ai jeté un torchon. « Allez, va travailler, toi.
Ce fut la dernière chose que je lui ai dite avant l'accident. Vers 11 heures du matin, j'étais chez le boucher au marché quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Êtes-vous la femme de Julien Vargas? Oui, c'est moi. De l'autre côté, il y eut une seconde de silence. Julien a eu un accident sur le chantier. Nous l'emmenons à l'hôpital. Je suis resté paralysé. Le paquet de viande que le boucher venait de mettre dans le sac goûtait, tachant mes chaussures, mais je ne sentais rien. J'ai seulement réussi à articuler une phrase. Est-il conscient? Oui. S'il vous plaît, venez à l'hôpital immédiatement, a répondu rapidement l'homme. Je ne me souviens pas si j'ai payé ni comment j'ai conduit la moto. En arrivant à l'hôpital, mon pantalon sentait encore la viande et j'avais les cheveux collés au front par la sueur. Mathilde est arrivée 20 minutes après moi. Dès qu'elle a vu son fils sur le brancard, elle s'est effondrée sur une chaise. L'accident s'est produit lorsqu'une partie de l'échafaudage a cédé. Julien est tombé d'une hauteur considérable, subissant un traumatisme à la colonne vertébrale et des lésions neurologiques aux deux jambes. Pendant les premières heures, j'ai cru que ma vie était finie, mais après les examens, le docteur Ferrand nous a appelés pour nous expliquer la situation. Ne vous attendez pas au pire. La lésion de Julien n'a pas complètement sectionné la moelle épinière. Actuellement, il y a une faiblesse dans les jambes et la mobilité est affectée, mais il y a un signal nerveux. La rééducation peut être longue. Personne ne peut promettre une récupération totale, mais il y a des possibilités. J'ai immédiatement demandé. Cela signifie-t-il que mon mari pourra remarcher? Le docteur a hoché lentement la tête. La possibilité existe, mais il faut être très constant et ne pas mettre la pression sur le patient. J'ai regardé Julien. Il était immobile, le regard fixé au plafond. L'homme qui, 4 jours plus tôt, se vantait d'avoir 2 paires de bras pour travailler, ne pouvait même plus lever un pied. Ce soir-là, Mathilde est rentrée à la maison chercher des vêtements. Je suis resté seul près du lit. Vers minuit, Julien a soudainement parlé. Ariane. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Nous sommes mariés depuis 4 jours. Je n'ai pas répondu. Il s'est mordu la lèvre un long moment et a continué. Si je ne remarche plus, va-t'en. J'étais abasourdi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es jeune. Nous n'avons pas d'enfant. Tu peux encore partir. J'ai ressenti de la pitié et de la colère à la fois. Tu es au lit depuis quelques jours et tu me mets déjà dehors. Julien a fermé les yeux. J'ai peur de gâcher ta vie. J'ai approché ma chaise et lui ai pris le bras. Je me suis marié avec toi quand tu étais en bonne santé. Et maintenant que tu vas mal, je suis toujours ta femme. Le médecin n'a pas dit que tu ne remarcherais pas. Tu te condamnes toi-même à perpétuité. Julien s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je voyais mon mari pleurer. Il m'a serré la main avec force. Pardonne-moi. J'ai secoué la tête. Ne demande pas pardon. Ton travail maintenant, c'est de guérir. De l'argent, de la nourriture et de l'hôpital, je m'en occupe. On prendra les jours un par un. Je pensais que le mariage, c'était ça. Si l'un tombe, l'autre le relève. Personne ne s'arrête pour calculer qui perd le plus. Le lendemain matin, je suis retourné à l'appartement chercher des vêtements. Par terre, il y avait encore les cadeaux de mariage non ouverts. Le lit avait encore le couvre-lit beige que ma belle-mère avait acheté. Les chaussures de sécurité de Julien étaient près de la porte. L'une d'elles avait de la poussière de ciment sur le bout. Je me suis penché, j'ai passé un chiffon dessus et je les ai rangés dans un sac en tissu en haut de l'armoire. Je me souviens avoir pensé avec une certitude absolue qu'un jour, Julien se tiendrait debout devant moi, lasserait ses chaussures et sortirait par la porte comme ce matin-là. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que le jour où il pourrait vraiment marcher, la personne à qui il essaierait le plus de le cacher serait moi. Les premières semaines après sa sortie de l'hôpital, notre appartement en location s'est transformé en un hôpital miniature. J'ai poussé la table de la salle à manger contre le mur pour que le fauteuil roulant puisse passer. J'ai enroulé le tapis de l'entrée pour que les roues ne se coincent pas. J'ai même dû couper les pieds de la chaise en plastique de la douche pour l'ajuster à sa hauteur et y mettre des patins antidérapants. Julien ne pouvait vraiment pas se tenir debout. Pour le passer du lit au fauteuil, je devais passer mes bras sous ses aisselles et utiliser mon corps comme point d'appui.
Un jour, à mi-chemin, il a manqué de force. Nous sommes tombés tous les deux assis au bord du lit. Julien a fait une grimace. Fais attention à ton dos. Si tu te retrouves alité aussi, il va falloir ouvrir une chambre double. J'ai soupiré, épuisé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tant que tu peux faire des blagues, on n'est pas si mal. C'était facile à dire. Mais il y avait des nuits où je me couchais avec les bras si engourdis que je ne voulais même pas les lever. Julien devait prendre ses médicaments à l'heure exacte, changer de position, recevoir des massages et faire les exercices prescrits par le docteur. Le matin, je préparais les repas, je l'emmenais au rendez-vous et le soir, je lavais et nettoyais. L'argent du mariage, que nous n'avions même pas eu le temps de compter avec enthousiasme, a été utilisé. Mes économies de plus d'1 an se sont envolées. Une nuit, assise par terre, je faisais la somme des factures. Julien m'a regardé depuis le lit. Combien nous reste-t-il? J'ai fermé le carnet. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es mon mari. Tu es en arrêt maladie maintenant. Aujourd'hui, j'ai renvoyé le chef comptable. Julien est resté silencieux, puis a dit, s'il manque de l'argent, appelle ma mère. Elle a quelques économies. Je me suis retourné. Elle aussi doit vivre. Tant que ce n'est pas strictement nécessaire, on ne touche pas à cet argent. Il m'a regardé fixement. Ariane, je me sens coupable. Je détestais qu'il dise ça. Chaque fois qu'il disait qu'il était un fardeau, j'avais l'impression qu'il se mettait lui-même à l'écart de la famille. Je l'ai coupé net. Si tu ne veux pas te sentir coupable, fais ta rééducation sérieusement. Si le médecin dit de faire 10 flexions, fais en 10. Ne fais pas semblant de dormir à la 7e. Julien a souri faiblement. Tu m'as eu. 1 mois plus tard, Mathilde est venue s'installer avec nous. Elle a laissé sa valise dans le salon et a décrété. Ariane, je reste pour un temps. Tu ne vas pas pouvoir tout gérer seule. J'ai essayé de refuser. Mathilde, vous avez vos affaires chez vous. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille. Elle a fait un geste de la main. Comment ça, tu te débrouilles? Tu as des cernes de panda. J'ai ri. Vous savez ce qu'est un panda? Je pensais que vous ne regardiez que des feuilletons. Ce furent des jours où je lui ai été vraiment reconnaissante. Elle dormait sur un lit pliant près de la fenêtre du salon. Elle se levait avant moi, préparait le petit déjeuner et chauffait de l'eau pour faire la toilette de Julien. Un jour, je me suis réveillé tard, j'ai sauté du lit, effrayé, et depuis la cuisine, elle m'a dit, « Où vas-tu si vite? Dors encore un peu. » J'ai déjà donné le petit déjeuner et préparé les pilules de Julien. Je suis restée stupéfaite. Elle m'a regardé en baissant le ton. Tu viens de te marier. Tu n'as pas signé un contrat de servante. Tant que je suis là, on se partage le travail. Je n'ai pas su quoi dire. Je me suis retourné pour dissimuler et prendre un verre d'eau. À ces moments-là, je croyais à ce dicton qui dit que si dans une maison la belle-mère et la belle-fille s'entendent, les problèmes pèsent moins. Mathilde n'était pas méchante avec moi. Une fois, elle m'a vu manger les restes froids, debout dans la cuisine. Elle m'a pris l'assiette et m'a obligé à m'asseoir pour manger correctement. Si tu tombes, qui s'occupera de cette maison? C'est précisément parce que nous avons vécu des jours comme ça que, lorsqu'elle a changé, je n'arrivais pas à comprendre où j'avais fait une erreur. Vers le 2e mois, Julien a commencé à avoir plus de sensibilité dans les pieds. La première fois, il m'a dit, « Appuie moins fort. Ça me fait mal. » J'ai arrêté le massage. Ça te fait vraiment mal? Oui. J'étais si heureuse que j'ai appelé Mathilde en criant. Mathilde, Julien ressent la douleur. Elle est arrivée en courant si vite qu'elle a failli trébucher. Vraiment? Julien a hoché la tête. Mathilde s'est assise, lui a pris le pied et ses yeux sont devenus rouges. Il y a déjà des signes. Dieu nous aide. À partir de ce jour, nous nous sommes concentrés encore plus sur la rééducation. Le docteur Ferrand nous a montré des exercices pour contracter les muscles, lever les jambes et maintenir l'équilibre du tronc. Il nous a répété que le progrès neurologique est inconstant. Il y a de bons jours et des jours plus lents. Patience, nous a-t-il dit. J'avais de la patience, mais les factures, non. Au 3e mois, j'ai réalisé que si je continuais sans travailler à temps plein,
nous n'aurions bientôt même plus de quoi payer le loyer. L'usine de confection où je travaillais m'a appelé pour reprendre des services, mais je ne pouvais pas. Le service du matin commençait à 6h30 et celui de l'après-midi se terminait presque à 22h. Si quelque chose arrivait à Julien, je ne pouvais pas partir en courant. Un soir, j'ai dit à Mathilde, je vais quitter l'usine définitivement. Elle a levé les yeux des légumes qu'elle coupait. Et de quoi vas-tu travailler? J'ai trouvé un poste d'aide cuisinière le matin. À midi et l'après-midi, je ferai le ménage dans des appartements touristiques à l'heure, et le soir, je prendrai des commandes de couture pour faire des retouches à la maison. Julien a froncé les sourcils. 3 boulots par jour. Tu ne tiendras pas, j'ai répondu, au moins comme ça, j'organise mon temps. Si tu as besoin de moi, je peux venir. Julien a détourné le regard. Je savais qu'il était contrarié par son impuissance. Pas par moi. Mathilde a posé le couteau. Fais comme ça. Je m'occupe d'emmener Julien à la rééducation. Je l'ai regardé. Vous êtes sûr que ce n'est pas trop pour vous seul? Mais non, je suis en pleine forme. Si nous arrêtons tous les deux de travailler, de quoi allons-nous manger? De l'air? Julien a ri. Ma mère, toujours si pratique. Elle l'a foudroyé du regard. Toi, ris. Quand tu seras guéri, tu iras te chercher ton pain. Personne n'imaginait que cette phrase si logique deviendrait si difficile à accomplir. À partir du lendemain, ma vie s'est divisée en blocs. À 5 heures, je quittais la maison. À 9 heures, je revenais pour changer Julien. À 10 heures, je partais faire le ménage. J'avais toujours mon téléphone avec le volume au maximum au cas où ma belle-mère appellerait. Mathilde emmenait Julien ponctuellement à la clinique. Il y avait des après-midi où je rentrais et elle me racontait, aujourd'hui, sa jambe est plus ferme, ou, le médecin dit qu'il a gagné en force. J'étais heureuse. L'argent diminuait chaque jour, mais si Julien s'améliorait, je sentais que tout en valait la peine. Vers le 3e mois après sa sortie, le docteur Ferrand a commencé à mettre Julien dans un verticalisateur, un déambulateur, pour qu'il se tienne debout. Au début, il tenait très peu, mais avec les semaines, le temps a augmenté. Un après-midi, je devais nettoyer un appartement de touristes étrangers qui partaient en urgence. Le propriétaire m'a appelé pour qu'il soit prêt avant 14 heures. J'ai envoyé un message à Mathilde. Mathilde, emmenez Julien à la clinique, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à temps aujourd'hui. Elle m'a répondu. Toi, travaille. Je le préviens. Ce jour-là fut une étape importante. Julien a été mis entre les barres parallèles. Il s'est appuyé avec les bras, a tendu son corps et, peu à peu, a redressé son dos. Mathilde retenait sa respiration de l'extérieur. 1 minute, puis une autre. Julien ne s'est pas effondré. Le docteur Ferrand a vérifié les réflexes et a dit, c'est un progrès fantastique. Si nous continuons comme ça, la mobilité va beaucoup s'améliorer. Mathilde pleurait de joie et Julien est resté là, agrippé au bar, en regardant ses jambes. En rentrant à la maison cet après-midi-là, Mathilde m'a seulement dit, il a fait de très bons exercices aujourd'hui. J'ai posé les sacs et j'ai couru dans la chambre. Vraiment? Julien m'a regardé et a souri. Aujourd'hui, ça a été mieux. Je me suis assise à côté du fauteuil roulant, si heureuse qu'avec les mains sentant encore le produit vaisselle, je l'ai serré dans mes bras. Je le savais. Petit à petit, mais ça progresse. Julien m'a rendu mon étreinte, mais par-dessus son épaule, je n'ai pas pu voir le regard de Mathilde. Elle était à la porte. Elle était heureuse, oui, mais dans ses yeux, il y avait autre chose, une préoccupation diffuse à laquelle je ne savais pas encore mettre de nom. Septembre 2023. Les premières pluies d'automne sont arrivées à Lyon, lavant la chaleur étouffante de l'été. Mais soudain, le ciel bleu se couvrait et une averse spectaculaire s'abattait. Je passais la journée sur ma moto, alors j'avais toujours un imperméable, une paire de baskets en plastique de rechange et des sacs pour protéger mes produits de nettoyage. Ma vie se mesurait en heures. Matin en cuisine, midi avec Julien, après-midi à nettoyer et nuit devant une vieille machine à coudre, posant des fermetures éclairs et faisant des ourlets jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Julien continuait ses exercices. Ce qui me réjouissait le plus, c'est que chaque semaine, je remarquais un petit progrès. Un jour, il a levé un peu le pied du lit tout seul, un autre,
il tenait son genou plus fermement. Un soir, assise à genoux devant le fauteuil roulant pour lui mettre ses chaussettes, il m'a dit « Lâche mes jambes, pour voir ». J'ai levé les yeux. Quoi? Ne me tiens pas les genoux. Je l'ai écouté. Julien a plié la jambe et l'a tendue. J'ai sursauté de joie et il m'a donné une tape sur la cuisse. Tu vois? Je te l'avais dit. Julien a souri. Tu bouges une jambe et tu te réjouis comme si tu avais gagné à l'euro-million, lui ai-je répondu du tac au tac. L'euro-million ne me ferait pas autant plaisir. Je ne savais pas alors que plus tard, un billet de loterie me pousserait au bord d'une terrible vérité. Mais à ce moment-là, mon seul désir était qu'il marche, rien que ça. Mi-septembre, le docteur Ferrand a commencé à le faire marcher entre les barres parallèles. Mathilde me racontait que le premier jour, il avait transpiré à grosses gouttes, levé une jambe avec beaucoup d'efforts, l'avait posée et avait presque perdu l'équilibre. Mais des semaines plus tard, le progrès était évident. J'ai manqué le moment le plus important. Ce jour-là, je lustrais les vitres d'un appartement. Lors de cette séance, Julien était entre les barres. Le médecin lui a indiqué comment transférer son poids. Ne tire pas avec les bras. Appuie le poids sur la jambe droite. Julien a serré les dents et a obéi. Un pas, puis un autre, maladroit, incertain, mais c'était de vrais pas. Mathilde, de l'extérieur, se tordait les mains. Le docteur lui a dit, beaucoup mieux. Nous ne savons pas encore quand il marchera seul, mais il est sur la bonne voie. Sur le chemin du retour, Julien a à peine parlé. Mathilde a cru qu'il était épuisé. Tu as très mal? Il a secoué la tête. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Je pensais que si je recommençais à marcher bientôt, ce serait super. Mathilde a ri. Et comment? Ariane va pleurer de joie. Julien n'a pas répondu. C'est arrivé un peu plus d'une semaine plus tard. Mathilde était allée au marché tôt. Julien était seul. Il s'entraînait depuis des jours à se mettre debout en s'agrippant au bord du lit. Il a eu soif. La bouteille d'eau était sur la table à quelques pas. Au lieu de s'asseoir dans le fauteuil, il s'est agrippé à la commode et s'est levé. Il a marché lentement jusqu'à la table, une main sur une chaise et l'autre tenant la bouteille. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Mathilde revenait parce qu'il allait pleuvoir. Elle est entrée et est restée figée. Le sac de course est tombé par terre et les tomates ont roulé dans le couloir. Julien a sursauté. Maman. Mathilde, sans se soucier des tomates, a couru vers lui. Tu es debout? Tu marches? Julien a souri, un mélange de joie et de nervosité. Tu le vois bien. Elle lui a pris le visage entre ses mains. Oh, mon Dieu! Tu marches. Julien lui a pris les mains rapidement. Maman, baisse la voix. Quelle voix? Ce soir, j'appelle Ariane pour le lui dire. Julien a secoué la tête fermement. Attends, maman. Le sourire de Mathilde s'est effacé. Que j'attende quoi? Je ne suis pas encore stable. Je ne fais que quelques pas. Quelques pas. Ce sont des pas. Ta femme rêve de ce jour depuis des mois. Julien s'est laissé tomber sur une chaise et a soupiré. Je sais, mais ne le lui dis pas encore. Mathilde l'a regardé fixement. Pourquoi? Julien s'est gratté la tête. Je veux m'entraîner davantage. Si on le lui dit, je ne pourrai pas me concentrer. Mensonge. Julien a fait une pause avant de lâcher. Pense-y, maman. Si Ariane apprend que je peux marcher, elle croira que je suis déjà guéri. Elle commencera à parler de chercher du travail et de compte. Et j'ai encore mal aux jambes. Je ne tiens pas longtemps debout. Mathilde a froncé les sourcils. Ariane t'a-t-elle déjà mis la pression pour travailler? Avec ce que cette petite se tue à la tâche pour nous, tu sais très bien que la seule chose qu'elle veut, c'est te voir bien. Et combien de temps veux-tu le lui cacher? 20 jours, a-t-il répondu rapidement. Mathilde a hésité. Pourquoi 20 jours? Pour prendre des forces et me lever devant elle pour lui faire une surprise. Elle n'était toujours pas convaincue. Dans un couple, il ne faut pas se cacher des choses. Julien lui a pris la main. Je t'en supplie, juste cette fois.
Je ne veux pas faire 3 pas et que tout le monde m'exige de redevenir une personne normale. Cette phrase a touché en plein cœur de mère Mathilde. Elle a soupiré. 20 jours, hein? Pas un de plus. Julien a souri. D'accord. Mais ces 20 jours ont filé. Pendant ce temps, les progrès de Julien ont été étonnants. Quand je n'étais pas là, il se levait du lit et se promenait de la chambre au salon. Parfois, il marchait en s'appuyant sur le mur jusqu'à la cuisine. Au début, Mathilde le suivait de près au cas où il tomberait, mais ensuite, elle le regardait simplement de loin. Un après-midi, Julien a marché sans s'appuyer sur rien, de la porte de la chambre jusqu'à une chaise. Il a fait 5 pas seul. Mathilde a applaudi. Tu y es. Julien a souri, radieux. Je te l'avais dit, donne-moi encore un peu de temps. Mais en entendant le moteur de ma moto dans la rue, le sourire a disparu de son visage. Il a marché rapidement vers le fauteuil roulant. Mathilde l'a grondé à voix basse. Qu'est-ce que tu fais? Ariane est arrivée. C'est mieux comme ça. Julien était déjà assis. Je suis entré avec un sac de pain chaud. Mathilde, Julien, j'ai apporté du pain tout frais. Je n'ai rien remarqué d'étrange, sauf que Julien était un peu rouge. Tu as fait des exercices? Il a hoché la tête. Oui, un peu. J'ai posé le pain, me suis assise en face de lui et lui ai pressé les mollets. Tes jambes sont beaucoup plus dures. Ça se sent énormément. J'ai regardé ma belle-mère. N'est-ce pas, Mathilde? Mathilde m'a regardé et il y a eu un très bref instant de doute dans ses yeux. Juste une seconde. Puis elle s'est penchée pour ramasser du linge plié. J'ai redemandé. Mathilde, n'est-ce pas que Julien va beaucoup mieux? Julien est resté silencieux. Et Mathilde aussi. J'ai commencé à trouver ça étrange, jusqu'à ce qu'elles disent finalement, elles sont un peu plus fermes, mais tu sais que ces problèmes de nerfs, ça va et ça vient, ma fille. Parfois, ce ne sont que des spasmes. Ne nous emballons pas. En entendant ça, mon enthousiasme s'est éteint. Ah, oui. Bon, le docteur a dit que ça irait petit à petit. J'ai hoché la tête et j'ai souri à Julien. Ce n'est pas grave, même si on va lentement, je t'attends. Je l'ai dit du fond du cœur. Et puis j'ai sorti le pain pour le partager. Je ne savais pas que l'homme en face de moi pouvait déjà marcher de la chambre à la cuisine, ni que la belle-mère à côté de moi venait de me dire son premier mensonge. Les 20 jours que Julien avait demandé à sa mère étaient déjà passés, mais personne n'a plus jamais mentionné cette date limite. On dit qu'un arbre commence à se tordre avec une petite brise. Si on ne le redresse pas à temps, on oublie comment il était quand il était droit. Dans notre petite maison, un mensonge très subtil s'est installé, si léger qu'on marchait dessus sans s'en rendre compte. Début 2024, je m'étais déjà habitué à ce que les journées n'aient pas assez d'heures. À 5 heures, alors que Lyon était encore dans le noir, je me levais pour cuire du riz, réchauffer des plats et courir vers la cuisine où je travaillais. À 9 heures, je rentrais en courant à la maison. Si Julien avait besoin d'être changé ou si Mathilde devait acheter quelque chose à la pharmacie, je le faisais en un éclair et je repartais. L'après-midi, je nettoyais des appartements touristiques et le soir, je m'asseyais à la machine à coudre. Parfois, l'aiguille cliquetait après 23 heures. Julien m'appelait depuis la chambre. Ariane, arrête. Tu continueras demain. Sans lever les yeux du fil, je répondais, demain, j'ai le travail de demain. Si je laisse, ça s'accumule. Tu vas tomber malade. J'ai ri. Si je tombe malade, tu t'occuperas de moi. Un silence s'est fait dans la chambre. Puis il a répondu, si je pouvais m'occuper de toi, tu ne te tuerais pas à travailler. Cette phrase me faisait de la peine. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, il était déjà capable de se lever du lit et d'aller à la cuisine quand je n'étais pas là. Au début, Julien ne marchait que dans la maison. Mathilde fermait les volets et il faisait le tour du salon en frôlant le mur. Avec le temps, il cessait de s'appuyer pendant de longs moments. Mais dès que l'heure de mon arrivée approchait, le fauteuil roulant revenait à sa place exacte. Julien s'asseyait et mettait la fine couverture sur ses jambes. Tout était si orchestré que je n'avais aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. À cette époque, Mathilde a commencé à contrôler presque tout l'argent des dépenses. Un jour, elle m'a dit,
tu es toute la journée dehors et les médicaments et les affaires de Julien, c'est un bazar. Si tu veux, donne-moi l'argent des courses et de la pharmacie chaque semaine et je tiendrai les comptes. Ça m'a paru raisonnable. Vous me rendez service, Mathilde. Avec la précipitation, j'oublie la moitié des choses. Depuis lors, je lui donnais presque tout ce que je gagnais, ne gardant que de quoi payer l'essence et quelques menues dépenses. Au début, je notais tout bien, puis j'ai arrêté de vérifier. Mon raisonnement était simple. Tant que Julien était malade, l'argent était pour lui. Les repas aussi ont changé sans que je m'en rende compte. Mathilde achetait du saumon, du veau ou des œufs de ferme pour lui. Elle disait, pour faire de la rééducation, il dépense beaucoup d'énergie, il doit faire du muscle. Ça me paraissait logique. C'est pourquoi, s'il y avait peu de nourriture, je lui passais moi-même ma bonne part dans son assiette. Un soir, il ne restait qu'un morceau de poisson frit dans le plat. J'allais le piquer et Mathilde a dit, laisse ce morceau pour Julien. J'ai arrêté ma fourchette. J'ai regardé mon assiette, qui ne contenait que quelques blettes bouillies et du pain. D'accord. J'ai pris le poisson et l'ai mis dans l'assiette de mon mari. Julien m'a regardé. Mange-le toi. J'ai souri. Non, mange-le toi. Je n'en ai pas envie. En réalité, mon estomac vide gargouillait de faim. Julien a hésité avec la fourchette à la main. J'ai cru qu'il allait me le rendre, mais il l'a mangé. Ce n'était qu'un morceau de poisson. Si on le raconte de manière isolée, les gens vous diront que vous exagérez. Mais les problèmes dans les familles ne commencent pas en étant énormes. Ils sont comme une goutte qui tombe dans un verre. Personne n'y prête attention jusqu'à ce que le verre déborde et que vous réalisiez qu'il est plein depuis longtemps. Une autre fois, la lanière de mes sandales de travail s'est cassée. Je suis allé au marché pour en acheter de nouvelles pour environ 20 €. Le soir, quand j'ai pris l'argent, Mathilde m'a demandé, c'est pourquoi, ça? Je vais m'acheter des sandales. Celles-ci, je les ai déjà recollées 2 fois. Elle a regardé mes pieds. Elles tiennent encore. J'ai souri avec amertume. La semelle se décolle. Mathilde a soupiré. Dans cette maison, il faut compter chaque centime. Ton mari est cloué au lit. Tous les mois, il y a des frais de pharmacie. Si elles peuvent être réparées, répare-les. Je suis devenue toute rouge. Non pas pour les sandales, mais parce qu'utiliser la phrase « ton mari est cloué au lit » pour me faire sentir coupable d'acheter quelque chose de nécessaire m'a semblé très mesquin. J'ai rangé l'argent. D'accord, je vais les recoudre encore une fois. Julien était là, il a tout entendu, il n'a rien dit. Ce soir-là, j'ai pris une aiguille de tapissier et j'ai cousu le cuir. Je plaisantais pour détendre l'atmosphère. Ces sandales vont finir par recevoir une médaille du mérite au travail. Julien a souri faiblement. Demain, je dirai à ma mère de te donner de l'argent pour des neuves. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas grave, elles servent encore. En m'en souvenant plus tard, je ressentais une amertume terrible. Mes sandales cassées devaient continuer à marcher, mais les jambes guéries de mon mari avaient la permission de rester assises. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des détails étranges. Un jour, en rentrant, j'ai vu que les chaussons de Julien avaient de la poussière et un peu de sable sur la semelle. Je les ai pris. Tu as mis ces chaussons? Lui, depuis son fauteuil, a répondu rapidement. Ma mère a dû les sortir sur la terrasse pour les aérer. Mathilde, depuis la cuisine, a crié. Oui, c'est moi qui les ai sortis l'autre jour pour les secouer. J'ai laissé passer. Une autre fois, le tube de pommade chauffante que j'avais laissé sur une étagère est apparu sur la table. J'ai demandé, quelqu'un a pris la pommade? Mathilde a nié. Julien a dit instantanément, tu as dû le laisser là. Je suis resté à regarder le meuble. Je me souvenais parfaitement de l'avoir mis en haut, mais ensuite, je me suis blâmé. Je dormais mal depuis des mois. Il n'était pas rare que ma mémoire me fasse défaut. Un jour, en lui faisant un massage, j'ai pressé son mollet et le muscle s'est contracté avec une force incroyable. Je me suis arrêté net. Julien, tu as les jambes super fortes, non? Il a baissé les yeux. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai pressé à nouveau. Je sens le muscle beaucoup plus ferme. Mathilde, qui pliait du linge, est intervenue.
Les nerfs font que le muscle se contracte. Ne te fais pas d'illusions pour une bêtise. Je lui ai répondu, je l'ai juste commenté, Mathilde. Elle a haussé le ton. Il souffre déjà assez. Si tu passes ton temps à regarder ses chaussures et ses jambes, il va penser que tu es désespéré qu'il se mette à travailler. Je suis resté glacé. Je n'ai pas voulu dire ça. Julien a dit à voix basse, maman, laisse tomber. Mais je me sentais déjà très mal. Je me suis tourné vers lui. Pardon. Je veux juste que tu ailles bien. Il m'a regardé fixement et a hoché la tête. Je sais. Ce soir-là, je me suis couché tôt, épuisé. Dans le salon, j'ai entendu Mathilde baisser la voix. J'ai un peu exagéré. Julien lui a répondu, tu as largement dépassé les bornes. Si tu n'étais pas si tendu, elle m'aurait posé la question jusqu'à demain. Julien s'est tu et a ajouté, la prochaine fois, dissimule mieux. Je n'ai pas entendu cette dernière partie de la conversation. Le lendemain matin, je suis parti travailler avec mes sandales recousues. Avant de partir, je lui ai rappelé, n'oublie pas de faire tes exercices. Je passe à midi. Julien a hoché la tête depuis son fauteuil. Fais attention avec la moto. La porte s'est refermée et le bruit de mon moteur s'est perdu dans la rue. Julien a attendu un moment, a posé les mains sur les accoudoirs et s'est levé sans trembler, sans l'aide de personne. Mathilde est sortie de la cuisine et a vu son fils se promener tranquillement dans le salon. Et moi, pendant ce temps, je slalomais dans la circulation en pensant à combien d'appartements de plus je devrais nettoyer pour que rien ne manque à la maison. On dit qu'à défaut de pain, on mange de la galette, mais à cette époque, ce qui me manquait, ce n'était pas un morceau de poisson, ni des chaussons, ni des heures de sommeil. Il me manquait seulement quelqu'un dans cette maison qui ait le courage de me dire la vérité. Nous sommes arrivés en septembre 2024. Si quelqu'un avait vu ma vie de l'extérieur, il n'aurait rien remarqué d'étrange. Je continuais à travailler du matin au soir, Mathilde tenait la maison et Julien, dans son fauteuil roulant, se plaignait de crampes intermittentes. Je m'étais tellement habitué que je ne lui demandais plus ses progrès. Je croyais ainsi lui enlever de la pression, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en arrêtant de poser des questions, je lui donnais le champ libre pour faire sa vie. À ce moment-là, Julien pouvait déjà marcher normalement dans la rue. Il ne pouvait pas courir ni porter de charges lourdes, mais personne qui le voyait marcher ne dirait que cet homme passait ses après-midi dans un fauteuil roulant. Julien était très prudent, il n'allait pas dans les zones où je travaillais, ni ne mettait les pieds dans les bars où il allait avant avec ses collègues du chantier. S'il sortait, c'était quand je faisais le ménage et que je ne pouvais pas rentrer. Mathilde le savait. Elle n'insistait plus pour qu'il me le dise. Elle l'avertissait seulement, regarde de tous les côtés. Si une connaissance te voit et le dit à Ariane, je ne te couvrirai pas. Julien répondait, ne t'inquiète pas, il y a 1 million de personnes à Lyon. Je ne vais pas sortir et tomber pile sur quelqu'un que je connais. Mathilde soupirait. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ne sois pas si confiant. Julien n'a croisé aucune connaissance dangereuse. Il a croisé Nathalie. Nathalie avait 30 ans et il la connaissait de sa bande d'amis d'avant notre mariage. Elle avait un petit salon de manucure près de la Pardieu. Un après-midi, Julien s'est arrêté dans un café voisin. Nathalie est sortie de son local et l'a vu traverser le passage piéton. Elle l'a appelé à voix haute. Julien. Julien s'est figé, mais seulement une seconde. Il s'est retourné et a souri. Tiens, Nathalie. Elle l'a regardé de haut en bas, hallucinée. Mais tu n'as pas eu un accident super grave? Julien s'est assis à la terrasse comme si de rien n'était. Si, très grave, mais je suis rétabli depuis un moment. Nathalie a soupiré de soulagement. Tant mieux. J'avais entendu dire que tu étais resté en fauteuil roulant. Julien a pris son café. J'y ai été un temps, oui. Nathalie a demandé, ta femme doit être ravie, non? Si Julien avait dit oui, tout se serait arrêté là, mais il est resté silencieux. Ce silence a fait que Nathalie a tiré des conclusions erronées. Elle a demandé prudemment, tout va bien à la maison? Julien a regardé la rue et a soupiré. C'est un sujet compliqué. Nathalie n'a pas voulu insister, mais Julien s'était penché. Il lui a raconté qu'il était rétabli depuis des mois, mais que notre mariage était parti en vrille après l'accident, que j'étais devenu une contrôle fric obsessionnelle, que je lui prenais son argent,
que je cachais ses papiers et que je l'obligeais à rester à la maison en faisant semblant. Car s'il recommençait à travailler, on nous retirerait de supposées aides liées à l'accident. Évidemment, tout était une invention. Je ne l'ai jamais séquestré à la maison, je désirais qu'il marche plus que tout au monde, mais pour Nathalie, il était un homme piégé. Ariane et moi, nous ne sommes ensemble que sur le papier, lui a-t-il dit. Nathalie a froncé les sourcils. Mais vous êtes toujours mariés. Julien a hoché la tête. Je sais. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas t'attirer d'ennui. Cette phrase aurait dû être la fin. Mais quelques jours plus tard, Julien lui a écrit sur WhatsApp, d'abord pour lui demander comment elle allait, puis en l'invitant à des cafés rapides jusqu'à arriver à des rendez-vous en tête-à-tête. Nathalie n'était pas idiote, elle savait qu'elle faisait mal. Une fois, elle lui a dit « Je ne veux pas être l'autre ni détruire un mariage ». Julien a répondu « Quel mariage ? Si on vit sous le même toit, mais qu'on ne se touche pas, à quoi sert un papier de la mairie ? Et pourquoi tu ne divorces pas tout de suite ? Lui a-t-elle lancé. Julien avait l'excuse parfaite toute prête. On a des problèmes avec les comptes et des histoires d'assurance de l'accident. Dès que j'aurai réglé et nettoyé tout ça, je pars. Je ne veux pas que les gens me traitent de salaud pour avoir quitté ma femme alors qu'elle s'est occupée de moi. Ça sonnait même noble, mais c'était une façade de mensonge. Moi, pendant ce temps, je vivais dans un univers parallèle. J'arrivais le soir et Julien était là, à sa place. Parfois, je me défoulais. Aujourd'hui, des touristes m'ont renversé une assiette de pâtes sur le canapé. J'ai failli me mettre à pleurer en frottant. Julien riait. Ils t'ont au moins donné un pourboire ? Que non, ils m'ont dit thank you avec beaucoup de pitié, et c'est tout. Le thank you, ça ne se mange pas. Je lâchais un éclat de rire. Si ça se mangeait, on aurait une villa. À ces moments-là, je revoyais le mari dont j'étais tombée amoureuse, celui qui savait me faire rire, celui qui me voyait épuisé et m'envoyait dormir. C'étaient ces éclairs de normalité qui rendaient impossible d'imaginer que dans mon dos, il utilisait les jambes que je massais tant pour aller voir une autre femme. La relation entre Julien et Nathalie a progressé rapidement à la fin de l'année. Un après-midi, je devais nettoyer 2 appartements d'affilée. Mathilde m'a appelé. « À quelle heure tu arrives ?» Moi, en frottant une vitre, je lui ai dit, vers 20h, Mathilde. Dînez sans moi si vous voulez. D'accord, c'était pour savoir. Plus tard, j'ai compris pourquoi il lui était si urgent de le savoir. Ce jour-là, Nathalie est venue chez nous. Mathilde, en la voyant entrer, a pris Julien par le bras et l'a emmené vers la cuisine. « Pourquoi tu amènes celle-là ici ?» Julien a baissé la voix. « Elle ne reste qu'un instant. Si tu veux la voir, tu vas dehors. C'est ta maison et celle de ta femme. » Julien a fait la grimace. « Ariane ne rentre pas avant ce soir. » Mathilde l'a regardé dans les yeux. « Ça ne me plaît pas du tout. J'ai toujours pensé que si Mathilde s'y était opposée, elle l'aurait arrêté, mais ça ne la dérangeait que par peur que je les surprenne. » Julien a insisté. « Tranquille, Ariane passe ses journées à nettoyer. Même si le plafond s'écroulait, elle ne s'en rendrait pas compte. » Mathilde est devenue rouge de colère en entendant ça. « Ne parle pas comme ça de ta femme. Si elle nettoie, c'est pour cette maison. » Julien s'est tu un moment, puis a dit, « Je sais, mais le savoir ne change rien. » Nathalie est restée moins d'1 heure. Avant de partir, elle a regardé le fauteuil roulant dans un coin et a demandé, « Pourquoi tu gardes encore ce truc ?» Julien a souri. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore jeter. Nathalie a pensé qu'il faisait référence à un souvenir de sa mauvaise période. Seule Mathilde savait à quoi servait encore le fauteuil. Je suis arrivé ce soir-là à 20h. La maison était impeccable, aucune trace de visite. J'ai posé mon sac et j'ai vu Julien regarder son téléphone sur le canapé. « Tu as dîné ? » « Oui. »« Tu as fait tes exercices ? » Il a levé les yeux et a souri. « Bien sûr. » Je n'ai pas posé plus de questions. Je suis allé à la cuisine, j'ai mangé les restes froids que Mathilde m'avait laissés et je me suis assise à la machine à coudre. Ce même soir, séparés par un mur, Julien a envoyé à Nathalie une photo de 2 posant à côté de la tour métallique de Fourvière. Il était droit, ferme. Nathalie lui a répondu, en voyant cette photo, « Personne ne dirait que tu as été en fauteuil roulant. »
Il a répondu, moi aussi, je veux effacer cette étape de ma vie. Je n'ai pas vu ce message. J'étais concentré sous la lumière de la lampe de bureau, pédalant sur la machine pour réparer une veste. Un homme, 2 femmes, et à chacune, il racontait une histoire différente. Pour moi, il était le mari invalide, pour Nathalie, le divorcé en secret, pour Mathilde, le fils égaré qu'il fallait couvrir encore un peu jusqu'à ce que tout s'arrange tout seul. Aucun de nous 3 ne comprenait quelque chose de fondamental. Un mensonge a besoin de beaucoup d'autres pour survivre. Et quand on s'habitue à vivre 2 vies, tôt ou tard, on a besoin de beaucoup d'argent pour financer les 2. En 2025. Ma vie était une roue de hamster dont je ne pouvais pas descendre. Un jour, il a plu à verse et je suis allé en moto, mon imperméable trempé, de la Croix-Rousse au 6e arrondissement pour nettoyer. En rentrant à la maison, le pantalon encore mouillé, je me suis assise pour réparer une fermeture éclair pour une voisine. Julien m'a vu et a dit, « Repose-toi un peu. » J'ai souri. Je me reposerai dans ma tombe. Qu'est-ce qu'on dîne? Il n'a rien dit. Mathilde est intervenue depuis la cuisine. Il faut tenir le coup. Quand Julien sera complètement rétabli, on verra. Quand il sera rétabli, était la carotte qu'on me mettait devant pour que je continue à tirer le chariot. Mais Julien avait déjà un autre plan. Avec Nathalie, il ne parlait plus seulement d'amour, il parlait d'avenir. Un après-midi, en prenant un café près de la place Bellecour, Nathalie lui a demandé, « Si tu divorces vraiment, de quoi vas-tu travailler ?» Julien a remué son café et a répondu, « Je ne retourne pas sur les chantiers. J'ai développé une phobie des hauteurs. » Logique, tu ne devrais pas faire de gros efforts. J'ai pensé m'acheter une petite camionnette de livraison, commencer en tant qu'auto-entrepreneur et ensuite prendre des tournées, a-t-il lâché. Nathalie l'a regardé. Et tu as de l'argent de côté? Il a soupiré. Il m'en manque un peu. Nathalie n'a rien dit sur le coup et il ne le lui a pas demandé directement. C'est ainsi qu'il opérait. Il creusait un trou et attendait que l'autre personne saute pour le combler. Quelques jours plus tard, Nathalie lui a envoyé un message. « Je peux te prêter 1 500 € pour t'aider à démarrer avec la camionnette. » Julien a répondu très vite. « Je ne veux pas profiter de toi. »« Je ne te les donne pas, je te les prête, » a-t-elle répondu. Il a mis du temps à répondre, mais a accepté. Ce fut la première tranche. 2 mois plus tard, il a dit que le prix avait augmenté et qu'il avait besoin de plus pour la caution. Nathalie lui a viré 2 500 €. Au milieu de l'année, il lui a demandé 4 500 € de plus. Un total de 8 500 €. Nathalie a commencé à se méfier. « Tu as déjà le papier de la caution? Un de mes potes du métier va la mettre à son nom pour que ce soit moins cher. Ces camionnettes partent vite. Si on traîne, on la perd. Alors, envoie-moi une photo des papiers. » Julien a ri dans un message vocal. « Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que je vais m'enfuir avec ton argent? Je te le demande parce que c'est normal. Je plaisante, ma belle. » Et il lui a envoyé une photo d'une camionnette blanche garée sur un terrain vague, sans plaque d'immatriculation claire, sans contrat. Mais Nathalie a eu confiance parce qu'il lui racontait tout avec la voix d'un homme désespéré de commencer une vie ensemble. Pendant ce temps, chez moi, il était toujours le mari infirme. Un soir, en lui massant les mollets, assis sur le lit, il m'a demandé, « Tu ne crois pas que tu gâches ta vie ?» J'ai levé les yeux. Gâcher quoi? On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. J'ai éclaté de rire. Par contre, je note toutes les heures. Massage, repas, pharmacie. Le jour où tu te mettras à marcher, tu devras tout me rembourser avec les intérêts. Julien a forcé un sourire. Quelle note tu me gardes? Ben oui, les pauvres, on doit tenir un livre de compte. Mathilde, qui était à proximité, a entendu et est intervenue. S'il devait te payer pour ce que tu fais, il faudrait qu'il vende un rein et même avec ça. Nous avons ri tous les 3. C'est ce qui me faisait le plus mal en y repensant. Tout n'était pas que larmes. Nous avions encore des scènes agréables, des blagues, des moments où je croyais vraiment que, même sans un sou, nous étions une famille. Mais juste après avoir ri avec moi, Julien était capable de prendre son téléphone et d'écrire à Nathalie de patienter encore un peu. Julien ne me mentait pas seulement à moi,
Il mentait à sa mère. Elle était au courant pour Nathalie, mais pas pour l'argent. Il lui avait dit, Nathalie investit dans une affaire avec moi. Maman, quand j'achèterai la camionnette, je la rembourserai. Mathilde a froncé les sourcils. Demander de l'argent aux femmes pour faire des affaires, c'est être un sans-gêne. Tu crois que je peux vivre de l'air éternellement? C'est un prêt. Mathilde s'est adoucie, pensant que son fils voulait enfin être productif. Elle ne savait pas que son silence finançait ses escroqueries. Pour moi, les comptes n'y étaient pas. Un soir, Mathilde m'a mis le carnet de dépenses sur la table. Ariane, cette semaine, les courses ont dépassé 100 €. J'ai regardé le carnet. Oui. Tiens, prends plus. J'ai regardé dans mon portefeuille. Il ne me reste que 15 €, Mathilde. Demain, on me paie pour la retouche d'une robe et je vous le donnerai. Elle m'a reproché. Et pourquoi as-tu gagné si peu? Cette semaine, on m'a annulé 2 réservations d'appartements touristiques. La femme a montré les notes, les médicaments de Julien, l'électricité, la nourriture. Il faut payer tout ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle m'a regardé fixement. À partir de maintenant, note-moi ici tout ce que tu dépenses toi aussi, pour voir où part notre argent. Je suis resté de marbre. Même ce que j'ai dépensé en essence? Tout. J'ai souri avec ironie. En gros, si je prends un café à 1,50 €, je dois te demander la permission. Mathilde n'a pas bronché. On est pris à la gorge. Ce que tu peux économiser, tu l'économises. Je me suis tu. En réalité, ça faisait toute la semaine que je ne pouvais même pas me permettre un simple café dans un bar. Julien était à côté, il écoutait tout. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit à sa mère qu'elle exagérait. Il regardait juste son téléphone. Je n'ai su que plus tard qu'à ce moment précis, il envoyait un message à Nathalie pour l'inviter à dîner. Leur dîner à deux coûterait le même prix que ma nourriture pour 4 jours, et à moi, on me demandait des comptes pour un café. À ce moment-là, Julien maîtrisait déjà parfaitement ses 3 vies. Avec moi, le mari déprimé. Avec Mathilde, le fils entrepreneur qui cherchait de l'argent. Avec Nathalie, l'homme piégé sur le point de se libérer. À chacun, il donnait la dose de mensonges qu'il était prêt à avaler. Nathalie lui a demandé une fois, « Quand vas-tu parler clairement à Ariane ? Quand j'aurai réuni le dernier petit peu d'argent qui me manque ?» a-t-il dit. Combien? Je ne sais pas encore, mais peu. Il ne lui a pas dit d'où viendrait cet argent. Moi non plus, je ne savais pas que dans sa tête, un plan macabre était déjà en train de se former, parce que ce que je gagnais en cousant et en nettoyant ne lui suffisait plus pour financer ses escapades. Et quand un menteur trouve que son théâtre lui coûte trop cher, il a 2 options. Soit il arrête, soit il invente un mensonge colossal pour donner le coup de grâce. Février 2026. Nous commencions à étouffer financièrement. Après Noël, le travail dans les appartements a beaucoup diminué. En faisant les comptes, il n'y avait que pour le loyer, l'électricité et le strict nécessaire. J'ai commencé à coudre plus la nuit. Un jour, à 1h du matin, je posais encore une fermeture éclair. Julien m'a dit, laisse ça. Tu as les yeux injectés de sang. Sans lever les yeux, je lui ai dit, si je laisse, on ne mange pas. Julien s'est tu un moment et a soupiré. Je suis un bon à rien. Merde. Je l'ai grondé sur le champ. On y retourne. Si tu redis ça, je te coule la bouche avec l'aiguille. Il a ri amèrement. Quel caractère tu as. Il faut bien l'avoir pour aller de l'avant. Quelques jours plus tard, Julien m'a montré une brochure. Regarde ça. J'ai laissé le linge et je l'ai lu. C'était un programme de rééducation neurologique intensive dans une clinique privée de prestige. Évaluation physio avancée, exosquelette. Coût total estimé, 15 000 €. Je l'ai lu 3 fois. D'où ça sort? Une connaissance me l'a passé. Ils disent qu'avec des cas comme le mien, si on fait quelque chose d'intensif, l'amélioration se voit beaucoup plus vite. J'ai regardé le chiffre final et je suis resté glacé. 15 000 €. Julien a détourné le regard. Laisse tomber. C'est une bêtise. Pourquoi?
S'il y a des options, il faut essayer. Il a secoué lentement la tête. Tu en fais déjà trop. Je ne veux pas que tu t'endettes pour ses jambes. Cette phrase a touché mon point faible. S'il m'avait exigé l'argent, j'y aurais réfléchi, mais en se faisant passer pour une victime, il m'a brisé le cœur. Ce même soir, j'ai appelé ma mère. Maman, il faut qu'on parle. Rosalie, en m'entendant, est allée droit au but. Tu manques d'argent, ma fille? Pas exactement. Je lui ai parlé de la clinique. Il y a eu un long silence. Le médecin dit que c'est sûr. A-t-elle demandé. Personne ne te donne de garantie à 100%, maman. Mais ils disent que c'est la meilleure chance. C'est combien? J'ai dégluti. 15 000 euros. Ma mère est restée silencieuse. J'ai eu peur. Laisse tomber, maman. Je pensais juste à voix haute. Mais le lendemain matin, elle m'a appelé. Viens à Vienne ce week-end. Je suis allé à Vienne. Ma mère était assise à la table avec son livret d'épargne et quelques papiers annotés à la main. J'ai eu peur. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a tendu le livret. J'ai environ 9 000 euros d'économie à la banque. J'ai refusé catégoriquement. Non, maman, ce sont les économies de toute ta vie pour quand tu seras vieille. Quand je serai vieille, j'aurai encore des jambes pour marcher. Julien est un jeune homme. J'ai eu la gorge nouée. Elle a continué. Le reste, je l'ai demandé à l'oncle Anselme et à la tante Béatrice. Ils nous le prêtent et on le leur remboursera petit à petit. Je me suis mise à pleurer. Maman, ne t'endette pas. J'ai peur que plus tard. Elle m'a interrompu. Ariane, l'argent va et vient, mais s'il y a une chance que ton mari remarche, il faut la saisir. Pourrais-tu dormir tranquille si on n'essayait pas? Je n'ai pas su quoi lui répondre. Elle m'a posé la main sur l'épaule. L'argent se récupère, ma fille. J'ai cru cette phrase de toute mon âme. 2 jours plus tard, ma mère a viré les 15 000 euros sur le compte de Mathilde. Dans le libellé, elle a clairement mis « Traitement Julien ». Puis, ma mère a appelé ma belle-mère. Mathilde, je vous ai déjà viré l'argent. S'il vous plaît, occupez-vous de tout pour que ça se passe bien. Mathilde a hésité au téléphone. Rosalie, c'est énormément d'argent. Pour la santé des enfants, il n'y a pas de grands chiffres. Je l'écoutais et les larmes me montaient aux yeux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'autre bout du fil, Mathilde aussi avait les mains qui tremblaient. Bien plus tard, j'ai appris qu'avant de recevoir le virement, Mathilde avait eu une énorme dispute avec Julien. Tu vas vraiment en arriver là? Lui a-t-elle dit. C'est un prêt, maman. Un prêt en mentant que c'est pour te soigner. C'est une escroquerie. Quand je commencerai avec la camionnette et que je gagnerai de l'argent, je le leur rendrai. Mathilde a baissé la voix. C'est l'argent de la retraite de la mère d'Ariane. Tu dépasses les bornes. Julien l'a foudroyé du regard. Si tu ne le prends pas, Ariane va se douter de quelque chose. On n'a plus d'issue. Tais-toi et aide-moi cette fois. Mathilde est restée silencieuse un long moment, mais a fini par donner son numéro de compte à ma mère. Quand l'argent est arrivé, c'est Mathilde elle-même qui m'a écrit. C'est viré, ma fille. Reste tranquille. Je m'occupe de la paperasse. Je lui ai répondu, merci beaucoup, Mathilde. Me souvenir de ce « merci » me retourne encore l'estomac. Quelques jours plus tard, Mathilde m'a montré un reçu de la clinique. Il avait l'en-tête, un tampon rouge et le montant payé. Je l'ai vu et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'ai demandé à Julien, quand commences-tu? La semaine prochaine. Mais la semaine suivante, Julien a dit qu'il avait de la fièvre et qu'il reportait le rendez-vous. La suivante, Mathilde a dit qu'ils examinaient le dossier et le reportaient. La 3e fois, j'ai commencé à perdre patience. Je vais appeler la clinique moi-même pour voir ce qui se passe, ai-je dit. Julien a sursauté. Ce n'est pas la peine. Une connaissance s'en occupe de l'intérieur. Si tu appelles, tu vas tout compliquer. Je l'ai regardé fixement. C'est que j'ai peur que tu perdes ta place. Il m'a pris la main. Si moi, qui suis dans le fauteuil, je ne m'énerve pas, pourquoi t'énerves-tu?
J'ai souri tristement. Parce que c'est l'argent de ma mère, Julien. Il s'est arrêté une seconde et a hoché la tête. Je sais. Mais cet argent n'attendait aucune place médicale. Une partie a servi à combler les trous de son train de vie, une partie, il l'a gardée, et 5 000 €, il les a virés à Nathalie avec le libellé, caution camionnette. Nathalie, en le recevant, lui a écrit. Tu as enfin réussi, non? Oui, on y est presque, a-t-il répondu. Ce même soir, j'étais assise au pied de son lit, faisant des calculs dans un carnet pour voir combien de plus je devrais coudre par mois pour pouvoir rembourser l'argent à mes oncles. Je lui ai dit, Julien, si tu guéris de ça, même si je passe 10 ans à nettoyer des toilettes, ça en aura valu la peine. Il m'a regardé fixement, a tendu la main et a éteint la lampe de chevet. Dors maintenant, Ariane. J'ai pensé qu'il était ému, mais en réalité, il n'était même pas capable de me regarder en face. Depuis l'accident, il avait raconté beaucoup de mensonges, mais celui des 15 000 € a franchi toutes les limites. Avant, il avait profité de mon travail, de la foi aveugle de sa mère et de Nathalie, mais cette fois, il avait volé les économies de toute une vie à une femme âgée, ma mère, en prétendant qu'il ne pouvait pas marcher. Et il n'avait besoin d'aucun miracle pour ses jambes. Il y a des lignes que l'on franchit et que l'on peut essayer de retraverser, mais ce n'était pas une crise de couple par manque d'amour, c'était un vol. Et ce vol avait des chiffres, des factures et des dates exactes. Le 27 juin 2026, Lyon était un four. À 8 heures du matin, l'asphalte brûlait déjà la semelle des chaussures. Je suis allé à la cuisine, puis j'ai nettoyé un appartement touristique que les locataires avaient laissé dans un état lamentable. J'ai passé 2 heures à frotter la plaque vitrocéramique et à ramasser des canettes. En descendant dans la rue, le décolleté de mon t-shirt était trempé de sueur. Il me restait un peu de monnaie et un fond d'eau dans ma bouteille. J'allais monter sur ma moto quand j'ai vu une vendeuse de la FDJ à l'ombre d'un platane. Ma petite, ça fait toute la matinée que je suis là et il me reste les 2 derniers billets du grand tirage avec le même numéro. Prends-les, c'est aujourd'hui que ça sort. M'a-t-elle crié. Je n'achetais jamais de loterie. 6 € pour certains, ce n'est rien, mais pour moi, c'était le repas de la journée. J'ai souri. Je n'ai vraiment pas de chance, madame. Elle a ri. Si tu n'as pas de chance, achète-les-moi pour que je puisse rentrer chez moi au frais. Ça m'a fait rire. J'ai arrêté la moto. Allez, donnez-les-moi. Je lui ai donné un billet de 10. Elle m'a rendu la monnaie et j'ai mis les billets dans ma poche sans regarder le numéro. Ça va te changer la vie, tu verras, m'a-t-elle crié. J'ai répondu en démarrant la moto. Pas besoin que ça me change la vie. Tant que mon mari peut remarcher, ça me suffit. J'ai oublié les billets tout l'après-midi. Le soir, après avoir fait la vaisselle et m'être assise pour coudre, les papiers sont tombés de la poche de ma veste. Julien était dans la chambre à regarder des vidéos sur son téléphone et Mathilde s'était déjà couchée dans le salon. Je suis allé sur le site de la FDJ par réflexe pour les vérifier. J'ai regardé l'écran, j'ai regardé les numéros, j'ai cligné des yeux. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai fermé le navigateur et je l'ai rouvert. J'ai cherché le résultat dans un journal en ligne pour être sûr. Les 2 billets que j'avais dans la main avaient le numéro du premier prix, 1 500 000 € par billet. 3 millions € au total. Je suis resté figé devant la machine à coudre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté. La première chose que j'ai ressentie a été une panique absolue. J'ai pris les billets et je les ai mis sous la lumière de la lampe, vérifiant numéro par numéro. J'ai dû me mordre la lèvre jusqu'au sang pour m'assurer que je ne rêvais pas. 3 millions €. Un chiffre que je n'aurais jamais imaginé de ma vie. Les 15 000 € de ma mère me semblaient une montagne insurmontable. Et soudain, ma tête s'est mise à tourner. Premièrement, rendre l'argent à ma mère, à mon oncle Anselme et à ma tante Béatrice. Deuxièmement, Julien. Le mettre dans un taxi et l'emmener chez le meilleur neurologue privé de toute la France, sans attendre de liste ni de son supposé contact. Si le médecin disait que ça coûtait 1 million, je payais 1 million. L'argent n'avait pas d'importance s'il se remettait debout. J'ai regardé vers la chambre. Julien était de dos, illuminé par l'écran du téléphone. Pendant 3 ans, j'avais fantasmé de le voir marcher. J'ai pensé que je pleurais, que nous nous serrerions dans les bras.
J'ai été à une seconde d'entrer en criant la nouvelle, mais je me suis retenu. Je voulais d'abord bien m'assurer des démarches, et en plus, j'ai eu un sursaut de fierté féminine. Je voulais voir sa tête quand je lui dirais que nous n'aurions plus jamais à nous soucier de l'argent pour ses jambes. Le lendemain matin, je suis parti à la même heure, mais en début d'après-midi, le client de l'appartement a annulé la réservation de nettoyage. J'ai regardé l'heure et j'ai pensé, bon, je rentre à la maison. En chemin, je me suis arrêté dans une pâtisserie et j'ai acheté une part de fraisier, son gâteau préféré. Ça allait être le jour le plus heureux de mes 3 dernières années. Je suis arrivé à la porte de l'appartement. J'ai remarqué qu'il y avait une paire de sandales de femme que je ne connaissais pas à l'entrée. J'ai pensé que c'était une voisine de Mathilde, mais de l'intérieur, on entendait de la musique. Nous ne mettions jamais la musique forte. Julien disait toujours que le bruit lui donnait mal à la tête. J'allais pousser la porte et j'ai entendu le rire d'une jeune femme. Ma main est restée suspendue en l'air. La porte n'était pas complètement fermée. J'ai regardé par la fente. Nathalie était au milieu du salon. À ce moment-là, je ne savais pas qui elle était, seulement que c'était une inconnue. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'était pas elle, c'était Julien. Mon mari était debout, sans déambulateur, sans s'appuyer au mur, sans personne pour le soutenir. Il était planté au milieu du salon avec un bras autour de la taille de cette femme. Il riait. Nathalie a fait un pas en arrière vers le canapé et Julien s'est retourné en pivotant sur ses jambes avec une agilité stupéfiante, sans la moindre trace de faiblesse. Je ne sais pas combien de temps je suis resté cloué à cette porte. 3 secondes, 3 minutes. J'avais un bourdonnement assourdissant dans les oreilles. Mes yeux étaient rivés sur ses jambes. Ces jambes que je massais jusqu'à ne plus avoir d'empreinte digitale. Ces jambes pour lesquelles je ne dînais pas. Ces jambes pour lesquelles ma mère a vidé son livret d'épargne et s'est endettée auprès de sa famille pour payer 15 000 €. Ces maudites jambes faisaient des tours dans le salon comme si de rien n'était. Le fauteuil roulant était à l'écart, plié contre le mur, complètement inutile. Julien a chuchoté quelque chose à la femme et elle a éclaté de rire en posant sa tête sur son épaule. J'ai regardé la boîte de la pâtisserie que j'avais dans la main. Je l'avais serrée si fort qu'elle était écrasée. J'ai voulu ouvrir la porte d'un coup de pied, entrer en criant « Depuis quand tu marches, salaud ?» Mais dans cette fraction de seconde, la lucidité m'a traversé comme un éclair. Si j'entrais maintenant, quelle excuse me donnerait-il? Il dirait que c'était un miracle, qu'il s'était levé aujourd'hui. Il dirait que ce n'était que quelques pas. Il dirait qu'elle était une amie qui l'aidait. À ce moment-là, à part ce que mes yeux voyaient, je n'avais aucune preuve. J'ai lâché la poignée de la porte très doucement, j'ai fait un pas en arrière et je me suis retourné. Je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas jeté le gâteau. J'ai marché aussi vite que possible jusqu'à tourner au coin de la rue, où j'ai dû m'appuyer contre le mur d'une ruelle. Mes jambes me lâchaient tellement que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans ma poche, j'avais les billets gagnants de 3 millions d'euros. Je les ai sortis et je les ai regardés. Le matin même, je pensais que cet argent allait nous sauver, et soudain, j'ai ressenti un frisson de pure terreur. Si la cliente n'avait pas annulé, si j'étais arrivé à mon heure habituelle, si la porte avait été fermée, j'aurais pris ces millions et je les lui aurais donnés entièrement pour soigner une maladie qui n'existait pas. Vous qui lisez ou écoutez ceci, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Entrer et tout dévaster? Ou ravaler votre bile pour découvrir le fin fond du mensonge? J'ai gardé les 2 billets au fond de mon porte-monnaie. Ce jour-là, j'ai cessé de penser à acheter une maison et, bien sûr, j'ai cessé de penser aux cliniques privées. Je n'avais qu'une seule question qui me martelait le crâne. L'homme que j'ai soigné, entretenu et adoré pendant 3 ans, depuis quand est-il debout à se moquer de moi? Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai pris la moto, je suis allé sur les quais du Rhône et je me suis assis sur un banc sous un arbre. Le gâteau était toujours dans le coffre, les millions dans ma poche, et mon esprit était vide. Je suis resté là des heures. J'ai failli appeler ma mère, mais si je disais à cette femme qui venait de donner toutes ses économies à mon mari qu'il non seulement marchait, mais qu'il faisait entrer une autre femme chez moi, je la tuerais d'une crise cardiaque. J'ai aussi voulu appeler Julien et lui demander simplement « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais je savais que ma voix se briserait. J'ai éteint mon téléphone et je me suis dit à voix haute « Ariane, tu as été naïve pendant 3 ans. Ne le sois pas maintenant pour un coup de sang.
À l'heure où j'avais l'habitude de rentrer du travail, j'ai démarré la moto. Avant d'arriver dans ma rue, je suis entré dans les toilettes d'un bar, je me suis lavé le visage et j'ai fait une queue de cheval serrée. Je me suis regardé dans le miroir, j'avais les yeux rouges. Je me suis jeté de l'eau froide à nouveau. En mettant la clé dans la serrure et en poussant la porte, le décor était revenu à la normale. Pas de musique, pas de sandales de femme, pas d'amante. Julien était cloué dans le fauteuil roulant à côté de la table. Mathilde épluchait des pommes de terre dans la cuisine. Il aurait suffi que j'arrive une heure plus tôt pour que cette même maison soit un univers parallèle. Mathilde a levé les yeux. « Tu rentres plus tard aujourd'hui ?» J'ai posé mon sac. On m'a demandé de repasser sur les vitres, Mathilde. Julien m'a regardé avec des yeux tendres. « Tu es très fatigué. » Comme d'habitude, ai-je répondu sèchement. Mathilde m'a posé la question à 1 million. « Combien as-tu gagné aujourd'hui ?» Avant, j'aurais vidé mon porte-monnaie sur la table instantanément. Ce jour-là, j'ai seulement souri. De quoi tenir. Mathilde m'a regardé, étonné, mais je me suis baissé pour enlever mes chaussures et ne lui ai pas donné l'occasion d'en dire plus. Le dîner de ce soir-là fut si silencieux que c'en était effrayant. Mathilde commentait que le poisson était hors de prix. Julien m'a demandé si j'entrais tôt le lendemain matin. Je répondais, je mâchais et je restais sur ma chaise habituelle. La seule différence était que, pour la première fois, je regardais mon mari comme s'il était un parfait inconnu. J'observais chacun de ses mouvements. À la fin, Julien a dit « J'ai mal aux jambes ». C'était la routine. Je suis allé chercher la serviette chaude. Il a retroussé son pantalon et je me suis assise sur un tabouret en face de lui. La peau était saine, le tonus musculaire était parfait. Il n'y avait pas de flaccidité due à l'atrophie. Je lui ai mis la serviette sur le genou. « Tu es très silencieuse aujourd'hui, m'a-t-il dit. » J'ai regardé le sol. Je suis crevé. Ou il y a autre chose? J'ai levé la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant une seconde, il a cru que j'allais lâcher la bombe, mais j'ai répondu « non ». Il a soupiré de soulagement. Alors, au lito. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, le massage a duré moins de 3 minutes. J'ai fait semblant et je suis allé me coucher. Julien s'est endormi presque instantanément, me tournant le dos. Je suis resté les yeux rivés sur le plafond dans le noir. Après minuit, j'ai entendu du bruit dans le salon. Mathilde était encore réveillée. Puis, Julien a ouvert la porte de notre chambre très doucement. J'ai fermé les yeux d'un coup. Je l'ai entendu sortir. Je n'ai pas entendu les roues du fauteuil. J'ai entendu ses pas. Clairs, fermes, posés. Je suis resté glacé dans le lit. C'était la première fois que je l'entendais marcher en croyant que je dormais. Dans le salon, Mathilde a chuchoté avec colère. « Tu as le culot d'amener Nathalie ici. » Nathalie. J'ai mémorisé le nom. Julien a soufflé. « Maman, baisse la voix. » Que je baisse la voix, mon œil. Si Ariane était arrivée plus tôt, cette maison aurait explosé. Mon cœur battait à tout rompre. Elle ne se rend compte de rien, a-t-il répondu avec suffisance. Tu dis toujours qu'elle ne se rend compte de rien. Ça fait 2 ans que tu dis la même chose. 2 ans. J'ai dû me mordre la lèvre si fort que j'ai senti le goût du sang pour ne pas crier. 2 ans. Pas 2 jours ni 2 mois. Ça a marché jusqu'à présent, non? A-t-il répliqué. Mathilde s'est indignée. Ça a marché parce que la pauvre te fait une confiance aveugle, pas parce que tu es le plus malin du quartier. Julien s'est tu. Maintenant, tu as de la peine pour Ariane. Ce n'est pas de la peine. C'est qu'aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. Et pour les 15 000 €, je ne dors pas la nuit en y pensant. Julien a répondu immédiatement. Ne reviens pas là-dessus. Comment ça, ne pas revenir là-dessus? La mère d'Ariane s'est endettée jusqu'au cou pour te soigner les jambes et toi, tu vas donner 5 000 € à cette Nathalie. Je me suis assise d'un coup dans le lit, dans l'obscurité. 5 000 € à Nathalie. Les 15 000 de la clinique. J'ai commencé à trembler si violemment que je me suis agrippé au drap pour ne pas faire de bruit. Dehors, Julien continuait de parler.
Cet argent est pour mon affaire. Mathilde a lâché un rire amer. Quelle affaire? Où est la camionnette? Bientôt. Je te dis qu'à la fin de l'année. Mathilde en avait marre. Ne me pose plus de questions. Et le reçu de cette clinique? Ils te l'ont bien fait? Ariane ne va pas se douter. Tranquille, elle ne sait pas vérifier ces choses-là. Ça m'a réveillé d'un coup. J'ai pris mon téléphone dans le noir, j'ai ouvert l'enregistreur vocal et je l'ai laissé sur l'oreiller en enregistrant. Mathilde lui reprochait. Je t'ai dit depuis le début de ne pas prendre cet argent de sa mère. Tu marchais déjà. Ça suffisait. Mais tu as bien ouvert le compte pour le prendre, l'a-t-il coupé. La maison a sombré dans le silence pendant quelques secondes. Mathilde a dégluti avant de répondre. Je l'ai fait parce que tu m'as promis que tu allais le lui rendre. Et je le ferai. Avec quel argent? Julien n'a pas répondu. On n'entendait que le ventilateur de plafond. Mathilde a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Julien, j'ai une peur bleue du jour où Ariane découvrira tout. Julien a lâché un très léger rire. Si elle avait dû le découvrir, elle l'aurait déjà découvert depuis longtemps. Je suis resté les yeux grands ouverts. Il y a des conversations qui, lorsqu'on les entend, tuent à jamais la personne que l'on était. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas versé une seule larme. Les larmes, c'est pour quand on a l'espoir qu'il y ait un malentendu. Mais je l'avais déjà vu marcher. Maintenant, j'assemblais seulement les pièces du puzzle. Le lendemain matin, je me suis levé comme d'habitude et j'ai mis l'eau à chauffer. Mathilde m'a regardé du coin de l'œil. Tu as bien dormi, ma fille? D'une traite, Mathilde, lui ai-je souri. Julien me regardait aussi. Je me suis tourné vers lui. Prends ton comprimé à l'heure. Il a hoché la tête et j'ai mis mon sac sur mon épaule. Mais ce jour-là, je ne suis pas allé nettoyer des appartements. Je suis allé directement dans un petit cabinet d'avocats dans le 6e arrondissement. Je cherchais Maître Leclerc. Des années auparavant, j'allais nettoyer son bureau le week-end. Parfois, elle m'offrait un sandwich et nous discutions. Je n'aurais jamais pensé franchir cette porte en tant que cliente. Maître Leclerc m'a fait asseoir. Que s'est-il passé, Ariane? J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai besoin de vous consulter. Je lui ai tout déballé d'un coup, le fauteuil roulant, les 15 000 €, l'autre femme et l'enregistrement de cette nuit. Maître Leclerc ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et m'a posé une seule question. Quelle preuve avez-vous physiquement en votre possession? Le reçu de la clinique, les messages WhatsApp que ma belle-mère m'envoyait. Je suppose que ma mère a les relevés de banque et cet enregistrement. Maître Leclerc a hoché la tête. Bien. À partir de maintenant, vous allez respecter 3 règles. 1. Ne publiez absolument rien sur les réseaux sociaux. 2. N'éditez ni ne coupez aucun audio ou photo original. 3. Ne donnez plus un centime à personne si vous ne savez pas, facture à l'appui, où il va. J'ai serré les poings. Et je ne peux pas rentrer à la maison et le lui jeter à la figure? Elle m'a regardé fixement. Que voulez-vous? Vous défoulez aujourd'hui en faisant un scandale ou voulez-vous prouver devant la loi ce qui s'est passé ces 3 dernières années? Je suis resté silencieuse un long moment. Je veux tout prouver. Maître Leclerc a hoché la tête fermement. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'agissez pas comme une femme bafouée. Alors, comment dois-je agir? Comme une personne qui sait qu'elle a le dessus. Entendre ça m'a donné des frissons. J'avais passé 3 ans à essayer d'être l'épouse martyre et soumise. Ce matin-là, j'ai compris que je n'avais pas à être la gentille, je devais simplement cesser d'être la proie. Maître Leclerc ne m'a pas laissé lui raconter l'histoire une autre fois avec des larmes. Elle a sorti une liasse de feuilles blanches. Pas de je crois, il me semble. À telle date. Si vous avez la date exacte, vous la notez. S'il y a un papier, on l'agrafe. Si vous l'avez entendu seul, vous mettez témoignage auditif. J'ai regardé les feuilles. Faut-il être si calculatrice? Plus l'affaire est trouble, plus il faut être froid. Si vous laissez les sentiments guider un litige familial, vous passez de celle qui a raison à celle qui la perd. J'ai pris le stylo. Première ligne, mariage,
22 avril 2023. Deuxième, accident, 26 avril. Et ainsi de suite, les rendez-vous médicaux, quand Mathilde a emménagé, quand il a commencé à bouger les jambes, l'argent de ma mère, les dates où ils ont annulé la clinique. En écrivant, j'ai ressenti quelque chose de terrifiant. Mes 3 dernières années avaient été une nébuleuse de fatigue, mais sur le papier, c'était une ligne droite parfaite de manipulation. Ces mensonges isolés s'emboîtaient au millimètre près. Maître Leclerc a montré le reçu de la prétendue clinique. D'où vient-il? Ma belle-mère me l'a donné en main propre. C'est l'original? Oui. Y a-t-il des messages à ce sujet? Je lui ai montré le WhatsApp. C'est viré, ma fille. Reste tranquille. Maître Leclerc m'a demandé de faire des captures d'écran, mais m'a averti. Ne partez pas du principe que c'est un faux et n'allez pas le crier sur les toits. Ici, on ne confirme que ce qui peut être prouvé. Je peux appeler la clinique pour vérifier? Oui, mais limitez-vous aux faits. Ne leur demandez pas le dossier médical de votre mari. Dites-leur que vous avez un reçu avec un code et que vous voulez vérifier le paiement. Le dossier, un juge le demandera si l'affaire va jusque-là. La façon de parler de Maître Leclerc m'a calmé. Je croyais qu'en étant la victime, j'avais carte blanche pour crier la vérité. Il s'avère que se défendre, c'est autre chose. Cet après-midi-là, j'ai appelé la clinique qui figurait sur le reçu. Je leur ai dit que j'avais un justificatif de paiement et que je voulais vérifier le numéro de facture. La réceptionniste m'a demandé des codes. Je les lui ai lus. Il y a eu un silence. Excusez-moi. Êtes-vous sûr de cette numérotation? Oui, je la lis. Elle m'a demandé d'envoyer une photo par email pour comparer. Je l'ai fait. En fin d'après-midi, ils m'ont répondu. Le format, l'entête et le code de ce document ne correspondaient pas à leur système de facturation. J'ai lu l'email 3 fois. Il ne mentionnait pas le mot « falsification » ni n'accusait Julien d'un délit, mais c'était suffisant pour que mon sang se glace. J'ai regardé le tampon rouge du reçu. Le jour où ma belle-mère me l'a donné, ce tampon m'a apporté une paix immense. S'il y a un tampon officiel, c'est que c'est vrai, avais-je pensé alors. Maintenant, ça me faisait rire. Tout ce qui porte de l'encre n'est pas vrai, tout comme tous ceux qui sont en fauteuil roulant ne sont pas paralysés. Je suis retourné voir Maître Leclerc avec les papiers. Gardez-les intacts. N'écrivez rien sur le reçu, m'a-t-elle dit. Avec ça, c'est déjà bien. Il manque la trace de l'argent. J'ai compris sur le champ. Le lendemain, je suis allé à Vienne. Ma mère était dans le jardin en train de nettoyer des artichauts. En me voyant débarquer en pleine semaine, elle s'est étonnée. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Je retourne à Lyon tout à l'heure. Elle a regardé mon visage. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le. Je me suis assise à côté d'elle. Maman, le virement de 15 000 € que tu as fait à Mathilde. Tu as les reçus et les conversations sur ton téléphone? Ma mère a arrêté de nettoyer. Les ai-je effacés? Non, je ne sais pas effacer ces choses-là. J'ai souri de soulagement. Heureusement. Elle n'a pas souri. Elle a laissé les artichauts dans le seau. Ariane, qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Je l'ai regardé. J'ai voulu tout cracher, lui dire que son gendre marchait depuis des mois, lui parler de Nathalie, de la farce du fauteuil, mais j'ai vu ses cheveux gris et les mots ne sont pas sortis. J'ai seulement dit, je vérifie des comptes, maman. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un de la famille de Julien te demande de l'argent ou te dit qu'il faut payer quelque chose de plus, pas un centime. D'accord? Le visage de ma mère a complètement changé. Il arrive quelque chose de grave à Julien? J'ai baissé les yeux. Je vérifie des choses. Elle m'a pris par le bras. Regarde-moi dans les yeux. J'ai levé la tête et elle a demandé lentement. Ce garçon est-il vraiment malade? Cette question m'a transpercé le cœur comme un couteau. J'ai mis du temps à pouvoir articuler un mot. L'accident était réel, maman. Elle est restée à me regarder et par instinct maternel, elle a compris tout ce que je ne disais pas. Elle a regardé le mur et après un long moment, elle a murmuré, j'ai perdu mon argent. Je lui ai serré la main. Je ne sais pas encore, mais je vais aller jusqu'au bout de cette histoire.
Ma mère n'a pas pleuré, elle a seulement dit, si je perds l'argent, ça me fera chier. Mais ce qui me tue, c'est de penser que tu as perdu des années de ta jeunesse, en croyant que c'était ton devoir. J'ai baissé la tête, morte de honte et de peine. Ce même après-midi, ma mère a sorti un vieux carnet. Elle avait noté quel jour elle avait demandé l'argent à l'oncle Anselme, combien à la tante Béatrice, la date exacte du virement à Mathilde et le libellé de la banque. Comme on est pauvre dans cette maison, je note où va chaque centime. Avant, tu te moquais de moi parce que j'étais pénible. J'ai caressé les pages. Heureusement que tu es pénible, maman. Elle a soupiré. Parfois, être une vieille méfiante te sauve la vie. C'était l'une des rares fois ces jours-là où j'ai senti que j'avais un soutien réel. J'ai pris des photos de tous les papiers et je suis retourné à Lyon. À partir de ce jour, j'ai changé le système financier de la maison. C'est moi qui payais la facture d'électricité. C'est moi qui achetais la nourriture au supermarché. Si Julien avait besoin d'un vrai médicament, je l'achetais moi-même et je demandais le ticket. Je ne donnais plus une liasse de billets à Mathilde le dimanche. Elle s'en est rendue compte tout de suite. Un soir, elle m'a lancé, ma petite, cette semaine, tu ne m'as pas donné l'argent des courses. J'étais en train de faire un ourlet et j'ai répondu sans la regarder. J'ai rempli le frigo et le garde-manger, Mathilde. S'il manque quelque chose, dis-le-moi et je l'achèterai. Elle a froncé les sourcils. Tu me l'as toujours donné à moi pour que je gère. Comme j'ai moins de travail, je m'organise mieux en payant directement. Elle est restée silencieuse, mais m'a fixé du regard un bon moment. Quand je suis allé dans ma chambre, je l'ai vu entraîner Julien vers la cuisine. Je n'ai pas entendu toute la dispute, mais j'ai bien entendu Mathilde chuchoter. Ta femme est très bizarre. C'est ta paranoïa, maman, a-t-il répondu rapidement. Ça fait 3 ans que je vis avec elle. Ce n'est pas le genre à cacher de l'argent comme ça. Julien a soufflé. Elle doit être fatiguée. Laisse-la. Pendant ce temps, dans la chambre, je mettais le faux reçu de 15 000 € dans mon nouveau dossier de preuve. Pour la première fois, je n'avais pas besoin que quelqu'un dans cette maison me croie. J'avais seulement besoin que les papiers parlent d'eux-mêmes. Et avec les chiffres alignés, le mensonge de Julien n'était plus seulement une histoire inventée, c'était une trace palpable. En cessant d'être si curieuse, Julien a pensé qu'il reprenait le contrôle. Un soir de juillet, alors que Mathilde coupait des légumes et que Julien regardait son téléphone, j'ai lâché avec le plus grand naturel du monde, dit, « Julien, j'ai trouvé un autre endroit pour ta rééducation. » Julien a levé les yeux d'un coup. Quel endroit? J'ai demandé autour de moi et on m'a recommandé une clinique où ils te font des tests à partir de 0, les réflexes, les nerfs, et ensuite ils te prescrivent le traitement. Il est resté paralysé, le téléphone à la main. Et pourquoi on changerait si je suis déjà avec l'autre truc? Comme ça fait des mois qu'ils nous font poireauter et qu'ils ne commencent jamais, j'ai cherché autre chose. Mathilde est intervenue depuis la cuisine. Ils doivent avoir une longue liste d'attente, ma belle. Je me suis tourné vers elle en adoucissant ma voix. Oui, mais nous n'avons pas à continuer d'attendre. Julien m'a planté les yeux dans les miens. Et ça te vient d'où, ça? J'ai commencé à plier un t-shirt tranquillement. Tranquille, pour l'argent, ne t'inquiète pas. Cette phrase a été fatale. J'ai vu son visage changer. Juste une milliseconde, mais assez pour le trahir. D'où vas-tu sortir l'argent? J'ai souri. J'ai de quoi payer de bons spécialistes. Mathilde et Julien sont restés silencieux. Le silence était pesant. J'ai fait comme si de rien n'était. La semaine prochaine, je prends le rendez-vous et on y va. Julien a secoué la tête frénétiquement. Je ne peux pas y aller. Pourquoi? Tu dis que tu es très fatigué ces derniers temps. Raison de plus pour aller voir le médecin. Il a froncé les sourcils. Ariane, tu vas prendre les décisions toute seule maintenant. J'ai pris un air surpris. Je dois te demander la permission pour essayer de faire en sorte que mon mari remarche. Il s'est rendu compte qu'il avait aboyé un peu trop vite et a fait marche arrière. Je ne dis pas ça. C'est que ça m'angoisse d'aller de médecin en dépensant de l'argent pour rien. Je l'ai regardé un bon moment et j'ai souri. Je t'ai dit que cette fois, l'argent n'est pas un problème. Ce soir-là, Julien m'a à peine adressé la parole. Le lendemain,
je suis parti travailler, mais dès que j'ai franchi la porte, il a appelé Nathalie. Elle m'a raconté plus tard les détails de cet appel. Dès qu'elle a décroché, il lui a dit « Nathalie, ne viens pas à la maison ces jours-ci. » Pourquoi? Ariane se doute de quelque chose. Il y a eu un silence. Elle sait que je peux déjà marcher, a-t-il avoué. Nathalie est restée de marbre. Comment ça, elle le sait? Tu ne m'avais pas dit qu'elle savait depuis le début que tu avais récupéré? Julien s'est embrouillé. On ne parle pas de la même chose. Tu as dit à ta femme que tu marchais, oui ou non? Julien s'est énervé. Ne me fais pas un interrogatoire maintenant. Fais ce que je te dis et c'est tout. Nathalie est devenue froide. Julien, dis-moi la vérité. Ta femme était au courant pour toi ou non? Il a esquivé la question. J'ai de gros problèmes à la maison. Ce fut la première fois que Nathalie a senti que le mot « problème » était un euphémisme pour « mensonge ». Nathalie en a profité pour lui mettre la pression. Qu'en est-il de la camionnette? Je suis en train de faire les démarches. Le contrat. Julien a perdu patience. Tu ne sais que me demander des comptes. Je t'ai emprunté de l'argent. Je ne vais pas m'enfuir. Je n'ai pas peur que tu t'enfuis. J'ai peur que tu me mentes en pleine face. Tu m'épuises. J'ai ma femme sur le dos et tu me viens avec ça. Et il lui a raccroché au nez. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bonjour, êtes-vous Ariane? Je suis Nathalie. Je veux vous parler. Je suis resté à regarder l'écran. C'était le nom que j'avais entendu au milieu de la nuit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai envoyé une capture d'écran à Maître Leclerc. L'avocate m'a appelé. Si vous voulez la voir, donnez-vous rendez-vous dans un lieu public et fréquenté. Pas question de lui faire une scène. Ne l'obligez à rien vous montrer. Ce qu'elle vous donnera volontairement, vous le prenez. Je suis sorti. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Nathalie dans un café très animé près de la place Bellecour. Je l'ai reconnue, c'était la même fille que j'avais vue dans le salon de ma maison, agrippée à Julien. Mais ce qui m'étouffait, ce n'était pas elle, c'était le souvenir de Julien debout. Nathalie était assise en face de moi, les mains jointes. Elle a brisé la glace. Si vous voulez me crier dessus, faites-le. Je l'ai regardée, inexpressive. Je ne suis pas venu vous faire une scène de jalousie. Elle a baissé le regard. J'ai ajouté, le fait qu'il vous ait trompé vous aussi ne vous enlève pas la culpabilité d'être sorti avec un homme marié. Elle a hoché la tête. Je sais. Vous saviez qu'il était marié? Oui, je savais qu'il était marié. Cette partie-là, je l'assume. Mais je ne suis pas venu vous demander pardon, a-t-elle dit en respirant profondément. Pourquoi êtes-vous venu, alors? Elle a sorti son téléphone et l'a déverrouillé. Je veux que vous voyiez ça. Elle a lancé une vidéo. À l'écran, on voyait Julien. Il n'était pas appuyé contre une table ni ne feignait des tremblements. Il montait les escaliers d'un immeuble, chargé de sacs de course. Une marche, 2, 3, sans déambulateur, sans s'appuyer à la rampe. Et en plus, il se retournait et souriait à la caméra. Nathalie m'a passé le téléphone. Cette vidéo date d'octobre 2024. Octobre 2024. J'ai eu l'impression que le bruit des cuillères du café disparaissait. Ce mois-là, j'avais attrapé une grippe qui m'avait cloué au lit avec près de 40 de fièvre, mais je me levais à 6 heures pour aller à la cuisine, puis pour nettoyer, parce que sinon, on n'avait pas de quoi payer les médicaments de Julien. Et le soir, je lui massais les chevilles en lui demandant « Tu as très mal aujourd'hui ?» Et il me répondait « Oui, ça doit être le changement de temps. » J'ai revu la vidéo. L'homme à l'écran montait les escaliers avec l'agilité d'un jeune de 20 ans. Nathalie a murmuré. Il m'a dit qu'à l'époque, vous saviez déjà qu'il marchait. J'ai lâché un rire sec, sans joie. Que je le savais? Bien sûr. Je savais qu'il marchait et je savais qu'il sortait. J'ai posé le téléphone sur la table. En octobre 2024, j'ai eu une énorme dispute avec ma belle-mère parce que j'insistais sur le fait que Julien prenait de la masse musculaire et elle me criait de cesser de me faire des illusions avec des bêtises. Nathalie est restée muette. Je lui ai demandé, vous avez d'autres vidéos comme ça?
Une ou deux, et des photos. Pouvez-vous me les envoyer sans les couper, avec la date originale? Elle a hoché la tête. Je suis resté à regarder par la baie vitrée du café. Les gens passaient sous le soleil. Je me suis souvenu de mes mains gercées par l'eau de Javel, de mes sandales recousues, du morceau de poisson frit que je lui avais donné. L'infidélité fait mal, oui, mais cette vidéo m'a brisé d'une autre manière. Je ne pleurais pas pour l'amante, je pleurais de pitié pour moi-même, pour l'Ariane d'il y a 2 ans, allant travailler crevé de fièvre pour payer la pharmacie d'un type qui passait son temps à monter les escaliers depuis des mois. 3 jours après notre première rencontre, Nathalie m'a réécrit, « Ariane, j'ai vérifié tous les comptes et les virements à Julien. On peut se voir ?» J'ai dit oui. Nous nous sommes vus dans le même bar. Cette fois, elle avait un dossier en carton. Elle me l'a glissé sur la table. Voici tous les virements que j'ai faits à Julien. Je l'ai ouvert. Il y avait des dates, des montants et le libellé. 1500 cents, 2500 cents, 4500 cents. Au total, ça faisait environ 8500 €. Pourquoi lui avez-vous prêté ça? Il m'a dit qu'il allait acheter une camionnette pour faire des livraisons. Elle m'a confirmé ce que j'avais déjà entendu cette nuit-là. Il m'a juré que dès qu'il aurait réglé le divorce avec vous, on monterait l'affaire ensemble. Et vous l'avez cru? Je l'ai cru. Y a-t-il un contrat pour la camionnette? Nathalie a fait une grimace. Non, ni de reçu pour la caution. Donc, vous lui avez donné 8500 € par amour, ai-je lâché d'un ton un peu sec. Nathalie a dégluti. Oui, j'ai été aussi stupide que ça. Elle m'a montré des captures d'écran de WhatsApp où il lui envoyait des photos d'une camionnette quelconque et lui disait qu'un ami l'achetait pour lui en secret. J'ai réussi à contacter ce prétendu ami, m'a dit Nathalie, et il m'a juré qu'il n'avait jamais reçu un centime de Julien pour une quelconque camionnette. Elle a ri amèrement. Je me croyais être la femme de son avenir et il s'avère que même la camionnette était une escroquerie pyramidale. Je n'ai pas eu pitié. Elle savait que c'était un homme marié et elle y est allée quand même, mais je comprenais la terreur de voir que tout son monde était en carton-pâte. Puis, Nathalie a sorti un dernier papier. Je crois que vous devriez voir ça. C'était une écriture bancaire. Quand j'ai vu la date et le montant, mon cœur s'est arrêté. Ça datait de seulement quelques jours après que ma mère ait viré les 15 000 € à Mathilde. Virement, émetteur, Julien, destinataire, Nathalie. Montant, 5 000 €. J'ai levé les yeux vers elle. Qu'est-ce que c'est? Julien m'a dit que c'était ses économies personnelles pour la caution de la camionnette. J'ai pensé qu'il avait enfin réuni l'argent. Nathalie est devenue pâle. Je vous jure que je ne savais rien. Je l'ai regardée fixement. Vous êtes sûr? Elle a soutenu mon regard. Je savais qu'il était marié. Je savais que je faisais mal en couchant avec lui. Mais je vous jure sur ma vie que je ne savais rien d'un quelconque traitement médical. Il m'a dit qu'il marchait sans problème depuis des mois. Comment aurais-je pu imaginer qu'il soutirait de l'argent à votre mère pour soigner des jambes qui fonctionnaient parfaitement? J'ai revu le chiffre, 5 000 €. Ma mère vidant son livret d'épargne et mendiant des prêts à ses frères pour que, 4 jours plus tard, ce salaud prenne un tiers de cet argent ensanglanté et le donne à son amante pour jouer aux entrepreneurs. Nathalie a joint les mains en suppliant, « Ariane, je vous rendrai ces 5 000 € si vous prouvez qu'ils sont sortis du compte de votre mère. » Ce n'est pas moi qui déciderai ça à la table d'un bar, ai-je tranché. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous gardiez ça et les vidéos telles quelles. Si un juge vous appelle, vous direz la vérité, ni plus ni moins. D'accord. Ariane, si je vous remets tout ça, vous me laisserez tranquille? La question m'a fait rire. Vous m'aidez à prouver ma vérité, c'est une chose. Le fait que vous soyez entré chez moi en sachant qu'il était marié, c'en est une autre. Je n'utiliserai pas vos preuves pour m'acharner sur vous, mais je ne vous pardonnerai pas non plus vos péchés parce que ça vous arrange maintenant. C'est juste, a-t-elle murmuré. Elle m'a tout envoyé sur mon téléphone avant de se lever. J'ai apporté tout ce trésor directement au bureau de Maître Leclerc. Elle a tout organisé en dossier. Vous en avez assez, a dit l'avocate en fermant le dossier. Assez pour savoir que vous n'êtes pas folle. Cette phrase m'a marqué. Pendant près de 3 ans, chaque fois que je voyais quelque chose d'étrange, des chaussons sales, un tube déplacé, un muscle tonifié,
je me persuadais que je l'inventais à cause de la fatigue. J'avais sur la table 3 pistes fatales, le virement de ma mère, mon enregistrement audio et les preuves de son amante. Maintenant, je comprenais parfaitement le dicton qui dit qu'on attrape plus vite un menteur qu'un boiteux. Ou dans le cas de mon mari, les deux à la fois. Ce soir-là, je suis rentré tard. Julien a demandé, beaucoup de travail? J'ai jeté mon sac. Oui. Il m'a regardé un moment. Tu es tout le temps dehors ces derniers temps. Il faut que je gagne de l'argent, Julien, ai-je répondu froidement. Mathilde est apparue depuis la cuisine. Ma petite, n'oublie pas de me donner l'argent des courses pour demain. J'ai ouvert le frigo. Fais-moi une liste de ce qui manque et demain, je l'apporterai. L'appartement entier a sombré dans un silence de mort. Ce fut la première fois qu'ils ont vu que le robinet de l'argent inconditionnel s'était fermé. Avant, cet appartement tenait grâce à mon argent et mon silence. Maintenant, les deux étaient finis. Mi-juillet 2026, la tension entre mère et fils était insupportable. Comme je ne lâchais plus d'espèces, Mathilde reprochait à Julien de ne pas avoir de quoi satisfaire ses caprices. Nathalie le harcelait aussi en lui réclamant son argent. Le téléphone de Julien n'arrêtait pas de sonner et il raccrochait. « Qui appelle autant ?» a demandé Mathilde un jour. « Un pote. » Le téléphone a sonné à nouveau et à l'écran s'est affiché « Nathalie ». Julien l'a retourné aussitôt. Mathilde s'est énervée. « Que veut cette garce ?»« Rien. » « Dis-le-moi. »« Rien, je te dis. » Cet après-midi-là, je suis sorti faire des courses et en revenant, je suis resté sur le palier. On entendait les cris de l'intérieur. « Dis-moi où est l'argent, Julien » hurlait Mathilde. « Je t'ai déjà dit que je l'ai dépensé. »« En quoi ?»« C'était 15 000 euros. » Julien s'est tu. « Ne me dis pas de conneries. Cet argent, c'était pour que tu puisses monter quelque chose un jour, et il se trouve que Nathalie te demande aussi de l'argent. Où sont les billets? Ne m'interroge pas comme si tu étais la police. Toi aussi, tu as vécu de ce qu'Ariane ramenait. Je gérais ce qu'elle ramenait pour te donner à manger à toi. La voix de Mathilde était brisée. Je croyais que tu gardais l'argent de ta belle-mère pour faire les choses bien. Et maintenant, l'autre te réclame de l'argent. Que as-tu fait? C'est de ta faute aussi. Qui a caché à Ariane que je marchais? Au nom de qui est le virement de sa mère? Je me suis collé au mur du couloir, ressentant un dégoût absolu. Il ne me volait pas seulement moi. Quand il s'est vu acculé, il n'a pas hésité à utiliser sa propre mère comme bouclier humain. Je l'ai fait pour toi, sanglotait Mathilde à l'intérieur. Je ne t'ai forcé à rien. Cette phrase a anéanti sa mère. Je pouvais imaginer le visage de Mathilde. Elle avait passé des années à justifier l'injustifiable par amour maternel pour entendre de la bouche de son fils un « je ne t'ai forcé à rien ». Quand tu as commencé à marcher, a dit Mathilde d'un fil de voix, j'ai voulu appeler Ariane. Tu m'as demandé 20 jours. 20 jours qui sont devenus presque 3 ans. J'ai vu cette gamine arriver avec le visage défait d'avoir nettoyé des toilettes et moi, je fermais ma bouche pour te protéger. Maintenant, ne te donne pas des airs de sainte, a-t-il craché. Je ne me donne pas d'air, mais ta femme, tu l'as trompée, ta belle-mère, tu l'as plumée, cette Nathalie, tu l'as arnaquée. Et moi, je n'ai plus la force de couvrir tes. Je n'ai pas voulu en entendre plus. J'ai descendu les escaliers, démarré la moto, fait le tour du pâté de maison et je suis remonté. J'ai ouvert la porte avec les clés en faisant du bruit. Mathilde était dans la cuisine, les yeux gonflés. Julien, dans son fidèle fauteuil roulant. Mathilde, j'ai acheté des steaks et des tomates, ai-je dit comme si de rien n'était. Elle m'a regardé. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Elle ressemblait à une femme vaincue par le monstre qu'elle avait elle-même nourri. Julien a crié depuis le salon, « Ariane, apporte-moi un verre d'eau. » J'ai servi le verre et je l'ai posé sur la table, loin de sa portée. Il a regardé le verre, puis moi. « Tu ne me le donnes pas? Tu as de longs bras. Prends-le toi-même. » Il a hésité un instant et l'a pris en s'étirant. Je suis allé dans la chambre. Début août, la banque et la FDJ ont officialisé le paiement du gain. Après avoir payé les 20% d'impôts, il me restait sur mon compte environ 2 400 000 € net. Je n'ai pas ressenti l'immense joie que j'imaginais.
Si c'était arrivé il y a des mois, j'aurais pleuré dans les bras de ma mère en pensant aux médecins et aux maisons. Maintenant, ce n'était que de la logistique. Maître Leclerc m'a averti. L'argent, bien tranquille là. Ne le virez pas sur le compte de votre mère. N'achetez pas d'appartement. Ne le cachez pas. Plus vous serez transparente, plus le gain sera intouchable. Je l'ai écouté. J'ai gardé les relevés bancaires dans mon dossier que je portais toujours dans mon sac. Mais un jour, je l'ai oublié sur la chaise du salon après avoir cherché une carte d'identité. Je suis allé à la cuisine 5 minutes. En revenant, le dossier était toujours là, mais Julien le regardait du coin de l'œil. Le lendemain, le théâtre a atteint un niveau grotesque. Le matin, Julien m'a dit, « Tu as eu de bonnes nouvelles dernièrement ?» Je l'ai regardé. « Pourquoi tu dis ça ? Tu as l'air plus détendu. » J'ai souri. « C'est peut-être que je me repose mieux. » L'après-midi, Mathilde m'a tenté. « Tu as eu une rentrée d'argent supplémentaire, ma fille ?» J'étais en train de couper du pain et je me suis arrêté. « Ça a dû être une erreur de la banque, ai-je dissimulé. » Julien était sur son téléphone, mais sa posture était tendue. C'était clair comme de l'eau de roche. Il avait fouillé dans mes papiers et avait vu les soldes millionnaires. Ce même après-midi, le miracle s'est produit. J'étais en train de passer la serpillière quand Julien m'a appelé du salon. « Ariane, viens un moment. » Mathilde est aussi sortie de la cuisine. Julien a posé les mains sur les accoudoirs du fauteuil. Il a pris un air d'effort titanesque, comme s'il soulevait 100 kg. Il a serré les dents et s'est mis debout petit à petit. Mathilde a mis les mains à sa bouche. Mon Dieu! Julien est resté debout, les genoux tremblants de manière totalement surjouée. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai commencé à sentir des picotements, halta-il. Moi, je suis resté immobile comme une statue. Si j'avais été celle d'avant, je me serais jeté par terre pour remercier Dieu. L'Ariane d'aujourd'hui ne voyait qu'un type qui passait son temps depuis 2 ans à monter les escaliers 3 par 3 et à porter des sacs de course en prétendant qu'il ne pouvait pas tenir sur ses propres chevilles. Il a fait 2 petits pas. Mathilde pleurait pour de vrai. Je suppose que parce que le mensonge lui dévorait les nerfs. Julien m'a regardé, les yeux embués. « Ariane, dis-moi. » Il m'a tendu la main. « Ça fait quelques jours que j'essaie tout seul. Je crois que je vais mieux. » « Depuis quand tu marches ?» Il a baissé le regard en se faisant humble. « Quelques jours seulement. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas te donner de faux espoirs. » Je l'ai fixé du regard. « Tu es sûr que ce ne sont que quelques jours ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. « Je te le jure sur ma vie. » À ce moment-là, l'image de lui montant des escaliers en octobre 2024 m'a traversé l'esprit. Il mentait, il me mentait en pleine face, jurant sur sa vie, seulement parce qu'il avait vu un papier de la banque avec plus de 2 millions d'euros. J'ai hoché lentement la tête. Je suis très contente. Ma froideur l'a déconcerté. Tu n'es pas plus contente que ça? Bien sûr que si. Mathilde est intervenue. Avec tout ce que tu as prié pour ça. Oui, j'ai beaucoup prié, ai-je répondu. Julien s'est laissé tomber sur la chaise, se frottant les cuisses comme s'il avait couru un marathon. Tu sais à quoi j'ai pensé? M'a-t-il dit. Que si je vais vraiment mieux, je me mets auto-entrepreneur. On pourrait regarder pour une camionnette, commencer une nouvelle vie. J'ai eu envie de rire aux éclats. La camionnette imaginaire faisait son apparition spectaculaire pour emporter mes millions. Je l'ai coupé net. Tu viens de faire 2 faux pas et tu veux déjà monter une entreprise de transport. Freine un peu. Il s'est tu, vexé. Les jours suivants, Julien était le mari de l'année. Il me préparait le petit déjeuner. Il m'achetait du riz au lait, mon dessert préféré qu'il ne m'avait pas apporté depuis des années. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Un soir, au lit, il m'a murmuré, « Ariane, oublions le passé. Je vais bien maintenant. Recommençons à zéro. On s'achète une maison, on a des enfants. » Ça sonnait merveilleusement bien. Dommage que j'avais déjà regardé par la fente de la porte de ce salon. Je l'ai coupé. Tu sais que j'ai gagné au loto, n'est-ce pas? Le silence s'est fait. Tu as lu mes papiers.
Il a mis du temps à répondre. Je l'ai vu par hasard. Ariane, tu es ma femme. Me cacher quelque chose d'aussi énorme, ce n'est pas bien. J'ai éclaté de rire. C'est toi qui vas me donner des leçons sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il s'est tendu. L'argent du loto nous appartient à tous les deux, Ariane. On l'a gagné en étant mariés. Ne crois pas que tu vas le garder pour toi toute seule et me laisser tomber maintenant que je remarche enfin. Que vont penser les gens de toi? L'épouse qui abandonne son mari fraîchement guéri dès qu'elle touche des millions. Voilà la menace. Son plan B. Le pauvre infirme abandonné par l'épouse avare. Je l'ai regardé fixement. Julien, tu crois que ça m'importe ce que pensent les gens? Que les gens viennent nettoyer des toilettes à ma place. Que les gens me recousent mes chaussures cassées pour économiser. Que les gens se bousillent la santé à s'occuper de toi. Et après, si ça leur chante, qu'ils donnent leur avis. Julien s'est levé d'un bond. Il a complètement oublié de feindre la faiblesse. Il a marché vers moi, furieux. Mais pour qui tu te prends à me parler comme ça? Je l'ai regardé de haut en bas et j'ai souri. Regarde comme tu te tiens bien debout, Julien. On dirait un chêne. Julien a réalisé sa gaffe. Il est devenu blanc et s'est rassis rapidement dans le fauteuil roulant. Dans le salon, on aurait entendu une mouche voler. Mathilde avait tout vu. J'ai pris mon sac, j'ai mis mes affaires dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le jour est arrivé. Mi-août 2026. J'ai dit à ma mère de venir de Vienne. Dès son arrivée, Mathilde s'est étonnée. Rosalie, quelle surprise! Pas de surprise. Je viens parce qu'il faut qu'on parle, a dit ma mère, ferme comme un roc. Julien, dans son fauteuil, m'a regardé de travers. Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous, Julien. Et vous aussi, Mathilde. J'ai sorti le dossier bleu et je l'ai posé au centre de la table du salon. Mathilde a dégluti. J'ai sorti le premier document. Relevé bancaire. Virement de 15 000 € au nom de Mathilde. Libellé, traitement médical. Je l'ai laissé sur la table. Puis j'ai mis un autre papier à côté. Le reçu de la clinique que vous m'avez donné, Mathilde. C'est un faux. Et j'ai l'email de la clinique certifiant que cette numérotation et ce papier n'existent pas dans leur système. Julien a essayé d'interrompre. Ariane, c'était un intermédiaire qui. Tais-toi. Je l'ai coupé d'une voix sèche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement de cette nuit-là a retenti. La mère d'Ariane s'est endettée jusqu'au cou. Et toi, tu vas donner 5 000 € à cette Nathalie. Cet argent est pour mon affaire. Ariane ne va pas se douter. Tranquille, elle ne sait pas vérifier ces choses-là. J'ai éteint le téléphone. Le visage de Julien était un poème de pure terreur. Mathilde s'est mise à pleurer, le visage dans les mains. Ma mère a planté ses yeux dans ceux de Julien. Alors tu as pris mon argent, l'argent que je demandais à tes oncles, pour le donner à une autre femme. Julien a balbutié. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai sorti une autre liasse de feuilles. Voici les captures d'écran de la banque de Nathalie, les reçus des 8 500 € que tu lui as soutirés pour la camionnette imaginaire. Et finalement, j'ai retourné le téléphone et j'ai lancé la vidéo de Nathalie. Octobre 2024. Julien montant les escaliers à grandes enjambées avec les sacs de course. Mais dis-moi, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, tu m'as juré sur ta vie il y a 4 jours que tu ne marchais que depuis quelques après-midi, n'est-ce pas? Julien est resté pétrifié. Mathilde sanglotait, inconsolable. Ariane, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je n'ai pas su l'arrêter. Je l'ai regardé. Je ne vous en veux pas d'être sa mère, mais ce qui relève du tribunal, c'est un juge qui en décidera. Pas moi. Julien. A-t-il crié, désespéré. Le plan, elle l'a accepté aussi. Je lui ai demandé 20 jours et elle m'a couvert tout ce temps. Ce cri a anéanti sa mère. Voir un homme jeter au lion la femme qui lui a donné la vie pour sauver sa propre peau fut le spectacle le plus dégoûtant auquel j'ai assisté. Mathilde se serrait dans ses bras en pleurant. Je l'ai fait pour te protéger, canaille. J'ai sorti le dernier papier du dossier. La demande de divorce.
Julien est devenu livide. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été plus sérieuse. Cette demande de divorce est déjà déposée, et tous les papiers de l'escroquerie des 15 000 euros, les reçus et les preuves, mes avocats les auront pour les présenter au pénal. Tu vas mettre ma mère en prison, a-t-il crié en se levant, cette fois sans feindre. Je ne mets personne en prison, Julien. Les conséquences du vol d'argent à une personne âgée, c'est un juge qui les dicte. C'est à toi de décider si tu assumes la faute ou si tu continues à pousser ta mère dans le ravin. Ce même après-midi, j'ai pris mes valises, ma machine à coudre et quelques photos. J'ai quitté cet appartement de la Croix-Rousse et je ne suis plus jamais revenu. Je n'ai pas emporté le fauteuil roulant, bien sûr. Les mois suivants n'ont pas été comme dans les films, où tout se résout en un jour. Les divorces prennent du temps, surtout quand il faut déterminer si le gain du loto entre dans la communauté ou non, en présence de mauvaise foi et d'escroquerie. Les 15 000 euros sont dénoncés au juge d'instruction. Nathalie a coupé tout contact avec lui et j'imagine qu'elle lui réclamera son argent. Mathilde est restée seule avec son fils, mais on me dit qu'ils ne se parlent plus de la même manière. Finalement, Julien n'a eu d'autre choix que d'utiliser ses jambes miraculeuses pour gagner sa vie pour de vrai. Fin août, j'ai loué un petit appartement lumineux. Ce soir-là, j'ai fait frire du poisson, j'ai préparé une salade et je me suis assise pour dîner seule. Par réflexe, j'ai coupé le morceau de filet de poisson le plus juteux et j'ai levé ma fourchette vers l'assiette vide en face de moi. Je suis resté le bras en l'air. J'ai regardé la place vide, j'ai baissé la fourchette et j'ai mangé le poisson moi-même. Je n'ai pas pleuré. Les billets gagnants ne m'ont pas sauvé la vie. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir ouvert cette porte et d'avoir osé regarder le mensonge en face, au lieu de détourner le regard. Je ne regrette pas d'avoir pris soin de mon mari quand je pensais qu'il avait vraiment besoin de moi. C'est dans les moments difficiles qu'il faut être là. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas lui signer un chèque en blanc pour qu'il détruise votre vie. Et être une bonne personne ne signifie pas se laisser piétiner.